qui arrivent. Je salue aussi les internautes très nombreux qui nous suivent à distance et je salue la présence de Bruno Tertrais qui sera notre grand invité ce soir. Vous connaissez bien Bruno Tertrais, d'abord parce qu'on a la chance insigne de l'avoir depuis la création de la chaire à notre comité de pilotage et il veille avec d'autres à son programme scientifique et aux bonnes orientations. Merci encore Bruno d'avoir voilà, conduit avec nous ce chemin de la création jusqu'à aujourd'hui. Alors voilà, vous le connaissez donc parce qu'il est déjà intervenu dans d'autres cycles de la chaire. Je rappelle brièvement son parcours. D'abord, tu as quand même eu la chance d'avoir comme directeur de thèse Monsieur Hassner, Pierre Hassner, voilà, et donc d'avoir été ceux qui ont pu développer leur thèse de doctorat avec lui. Ensuite, vous m'entendez pas? Oui, alors c'est vrai que la sonorisation dans cet amphithéâtre est un peu plus compliquée que pour l'autre, donc je vais m'astreindre à rapprocher ce micro. Ça veut dire que le micro-cravate ne marche pas, c'est ça? D'accord, très bien, très bien. Bruno Tertrais est le directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Il est conseiller auprès de l'Institut Montaigne, conseiller scientifique auprès du haut-commissaire au plan. Il a été, dans sa carrière de chercheur, associé à de nombreux travaux en France et à l'étranger pour des organisations internationales. Pour la France, il a participé notamment à la rédaction des 2 livres blancs de 2008 et de 2013. Il a par ailleurs une très vaste bibliographie d'articles, d'ouvrages, donc je ne pourrais pas les citer tous, je vais citer les derniers, peut-être ceux qui tournent autour du sujet de ce soir consacré à la dissuasion nucléaire. Alors, parmi les derniers, d'abord le dernier, Quel avenir pour la dissuasion nucléaire, à la Fondation pour l'innovation politique, qui est paru l'an passé. Le choc démographique en 2020, La revanche de l'histoire en 2019, Judith Jacob, L'apocalypse n'est pas pour demain en 2011, mais aussi toute une série de travaux plus spécifiquement dédiés depuis ton premier ouvrage d'armes nucléaires après la guerre froide, l'Europe, l'Alliance Atlantique et l'avenir de la dissuasion en 1994. Donc ça remonte effectivement au prolégomène de ta carrière de chercheur. Et puis des travaux sur la France et la dissuasion, notamment Le président et la bombe Jupiter à l'Élysée, Judith Jacob en 2016, qui t'avait valu le prix Brienne de géopolitique. Tu as eu quelques années avant aussi le prix Vauban. Donc voilà, de multiples titres de gloire décernés pour consacrer un des chercheurs les plus pertinents en France sur les questions stratégiques, sur la grande stratégie, sur les problématiques de la dissuasion en général et en particulier de la dissuasion française. Aujourd'hui, pour traiter dans le cadre de ce cycle qui est consacré à la construction ou aux conditions de la paix aujourd'hui, une paix évidemment qui est malmenée par la guerre d'Ukraine et par les tensions internationales. Vous suivez l'actualité, donc je ne ferai pas un très long développement sur ce point. Et donc la question qui t'est posée, mais que tu t'es d'abord posée à toi-même, c'est la paix pour la dissuasion. Est-ce que la dissuasion, qui a été un élément de contribution à la stabilité internationale pendant la guerre froide, avec d'ailleurs des évolutions, une discussion sur ce point, qui a encore maintenu dans un deuxième âge nucléaire qui était celui du post-guerre froide, était un élément du continuum de sécurité entre les grandes puissances participant dans leur rapport à cette stabilisation, mais dans un paysage qui était de nouveau troublé par l'apparition de nouveaux acteurs ou par la prolifération. Est-ce qu'aujourd'hui, la dissuasion contribue à la paix ou est un facteur qui, d'une certaine manière, la fragilise, l'optique de la guerre d'Ukraine n'étant pas la seule optique sur ce sujet? Tu as la parole, cher Bruno, tu connais bien les règles du jeu, je ne les rappelle pas. Merci, cher Louis, bonjour à tous. Je vais essayer de faire 2 choses. D'abord, je remercie Louis de m'avoir proposé ce petit défi sous forme de point d'interrogation dans un très beau cycle auquel je suis vraiment heureux de contribuer. Je vais essayer de faire 2 choses. D'abord, de me renouveler un petit peu pour ceux et celles d'entre vous qui m'auraient peut-être déjà lu ou entendu sur ce sujet que j'ai l'impression maintenant de traiter depuis longtemps.
Et deuxièmement, c'est ton rappel, Louis, qui m'y fait penser, d'essayer d'être modestement fidèle à l'esprit de Pierre Hassner. C'est Pierre Hassner qui m'a appris la stratégie. Il y a une chose que je ne partageais pas avec lui, c'était son pessimisme. Il y a une chose que j'ai beaucoup appris de lui, c'est ce qu'il appelle la dialectique de la passion et de la modération, qui est un très bon guide, je pense, quand on traite d'affaires internationales et d'affaires politiques en général. Je vais commencer par citer quelqu'un que Pierre a connu. Il y a exactement 50 ans, presque jour pour jour, un article qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque par un monsieur Fred Hickley, qui était l'un des grands stratèges américains de la guerre froide, qui présentait cet avantage d'avoir su allier carrière dans le gouvernement américain et carrière intellectuelle, avait fait donc un article célèbre qui s'intitulait « Will nuclear deterrence last out of the century ?» La dissuasion nucléaire va-t-elle survivre au XXe siècle ? Pierre aimait bien cet article, c'était un article pessimiste, car Hickley était un pessimiste. Fred Hickley peut reposer en paix, mais la question qu'il a posée à l'époque reste pertinente pour le XXIe. Et donc, bien sûr, de manière assez évidente, mon propos sera d'abord de tenter de répondre à la question « Peut-on dire que la dissuasion a apporté la paix, a été un facteur de paix ?» Et si oui, dans un deuxième temps, bien sûr, si oui, continuera-t-elle à jouer ce rôle dans les décennies qui viennent ? Donc, je vais commencer par une petite rétrospective. La dissuasion a-t-elle apporté la paix ? Et je crois que c'est un sujet sur lequel trop souvent les assertions de part et d'autre, de la part de ceux qui sont convaincus de l'intérêt de la dissuasion et de la part de ceux qui sont des opposants résolus de cette dissuasion, ces assertions sont souvent un peu trop fermes, un peu trop vives, et j'essaierai donc de les modérer des deux côtés. D'abord, de quoi parlons-nous, bien sûr ? Quelle dissuasion et quelle paix ? Quelle dissuasion ? Alors, je vais paraphraser beaucoup de gens ce soir pour essayer de rendre mon propos un petit peu vivant sur un sujet dans lequel l'abstraction est souvent trop facile. Le nucléaire n'a pas le monopole de la dissuasion. La dissuasion classique, ça existe. La dissuasion, c'est un raisonnement extrêmement simple, qui est presque fondamental dans les relations humaines. Je vais commencer aussi par citer tout de suite, en hommage à Pierre, la guerre du Péloponnèse. Il faut toujours relire la guerre du Péloponnèse dans le métro en venant faire une conférence à la Sorbonne. Et donc Hermocrate de Syracuse, vous connaissez Hermocrate de Syracuse, posait les bases déjà de la destruction mutuelle assurée lorsqu'il disait aux Siciliens réunis à Gela que quand deux parties se redoutent également, ils mettent plus de précautions à s'attaquer. Toutefois, on s'accorde généralement pour dire que la dissuasion n'était pas, à l'ère pré-nucléaire, une véritable stratégie. Ce pouvait être un constat, mais pas une véritable stratégie. Et en tout cas, qu'elle n'a guère conforté l'idée, qu'elle n'a guère contribué à prévenir l'affrontement armé à grande échelle. Donc mon sujet sera la dissuasion nucléaire par menace de rétorsion, la forme la plus classique de dissuasion nucléaire. Notre ami Jean-Marie Guéhenno, que je ne vais pas paraphraser mais citer, avance que, je le cite, « On peut douter qu'il y ait un seul responsable prêt à déclencher le feu nucléaire pour sauver d'une défaite un pays balte qui aurait été attaqué par la Russie. » Bien sûr, il écrivait ceci il y a un petit peu moins d'un an. Même si cette affirmation était vraie, ce dont je ne suis d'ailleurs pas totalement convaincu, je dirais qu'elle n'a guère de pertinence. Ce que nous pensons, Louis Gauthier, Bruno Tertrais ou Jean-Marie Guéhenno, sur cette question précise, n'a aucune importance. En matière de dissuasion, seule compte la perception adverse, et j'y reviendrai. Et surtout, la dissuasion, si elle ne se décrète pas, elle ne se démontre pas non plus. Et donc, ma deuxième question, c'est quelle paix ? Il faut se méfier, je crois, d'un récit simplificateur qui accourt notamment en France, mais pas seulement, ce qu'on résume par « l'arme nucléaire empêche la guerre ». C'est un raccourci simplificateur, non que je crois même que François Mitterrand, sous le contrôle de Louis, aimait bien ce type de raccourci, évidemment à vocation politique, mais c'est un raccourci simplificateur, non que la France se fasse plus d'illusions que d'autres sur les vertus de l'arme nucléaire, mais à mon sens, un raccourci qui rend mal compte des limites de cette dissuasion nucléaire. La paix par la dissuasion se limite à l'absence de certains conflits ou d'agressions. Personne n'a jamais attendu de la dissuasion qu'elle prévienne un 11 septembre et même un 24 février. Elle n'a jamais évité l'échec
d'intervention extérieure, au Vietnam, en Irak, en Afghanistan ou ailleurs. Pour paraphraser Nicolas Chamfort, la plus belle des forces nucléaires ne peut donner que ce qu'elle a. Si on cherche donc à valider l'hypothèse selon laquelle la dissuasion nucléaire a contribué à la paix, on se heurte à deux difficultés épistémologiques majeures. D'une part, la dissuasion ne se décrète pas, là je paraphrase Michel Crozier, et d'autre part, la dissuasion ne se démontre pas. On ne dissuade pas par décret. On décide de dissuader, mais c'est le dissuadé qui décide s'il est dissuadé. On peut aussi penser à Oscar Wilde. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Eh bien pour la dissuasion est dans le regard de celui qu'on cherche à dissuader. En définitive, seul le destinataire des menaces dissuasives peut décider si elles sont efficaces. Mais surtout, la dissuasion ne se démontre pas, car il est quasiment impossible d'attribuer avec certitude la causalité de l'absence d'un fait. On peut toutefois, et je vais m'y employer, trouver ce que j'appelle des indices de validité de la dissuasion nucléaire ou du raisonnement dissuasif, et j'en évoquerai trois. Premier indice, il est classique, ce que l'on appelle traditionnellement l'absence de guerre entre grandes puissances depuis 1945. John Lewis Gaddis, un historien américain, a forgé l'expression « long peace », la longue paix, 40 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Or, la durée de cette longue paix, selon Gaddis, a doublé depuis. Aucune période comparable de paix entre grandes puissances, ou plutôt d'absence de guerre entre grandes puissances, n'a jamais existé dans l'histoire des États modernes. Toutefois, cette idée, ce concept de la longue paix a été contesté par deux arguments. Premièrement, la durée de cette période ne serait pas si exceptionnelle que ça. Et là, on entre dans un problème de ce que les politistes appellent le codage. S'il y a des politistes parmi vous, vous savez très bien ce dont il s'agit. En gros, qu'est-ce qu'une guerre? Qu'est-ce qu'une grande guerre? Et là, évidemment, il y a plusieurs manières de définir ce qu'est une guerre entre grandes puissances. Ce qui est certain, c'est que nous n'avons pas eu de grand conflit mondial depuis 1945. Est-ce que nous avons une grande guerre ou pas? Là, c'est le fameux problème du codage. Deuxième argument possible, elle ne serait pas statistiquement pertinente. Selon Nassim Taleb, l'homme connu notamment pour sa théorie du signe noir, mais qui a écrit beaucoup plus que cela, la distribution des guerres au cours des 500 dernières années serait purement aléatoire. Dès lors, s'il a raison, en statistique, 7 ou 8 décennies sans événements destructifs majeurs ne signifieraient rien d'un simple point de vue statistique. Je m'empresse de dire que l'analyse de Taleb, évidemment, sur laquelle je n'ai rien à dire du point de vue statistique, je ne suis pas statisticien, mais je note que Taleb n'aborde pas la question de savoir si la question de l'absence de toute guerre entre grandes puissances depuis 1945 est exceptionnelle. Deuxième indice, l'absence de conflits majeurs entre pays dotés de l'arme nucléaire. Pays dotés au sens le plus large du terme et pas simplement au sens juridique. Alors là, on rencontre encore le problème du codage, puisqu'il faut bien sûr, préalablement à toute démonstration, définir ce qu'est un conflit majeur et ce qui signifie doter de l'arme nucléaire. Dans l'ensemble, toutefois, je crois que l'on peut dire que les États nucléaires ne se font pas directement la guerre. Le seul cas où les forces américaines et soviétiques se soient affrontées directement, c'est la guerre de Corée entre 1950 et 1953, mais les pilotes soviétiques volaient sous les couleurs de la Corée du Nord ou de la Chine, et l'Amérique, pour sa part, agissait sous le drapeau de l'ONU. On peut penser à la crise de l'Ussuri, 1969, Chine-Union soviétique, mais ce n'était quand même pas vraiment un conflit majeur, quel que soit le codage qu'on adopte. On peut également montrer qu'entre deux adversaires qui se dotent de l'arme nucléaire, le risque de conflit majeur va diminuer. L'Inde et le Pakistan se sont battus en 1948, en 1965, en 1971, mais aucune guerre à grande échelle n'a plus eu lieu entre eux depuis 1999. La Chine et l'Inde ont connu un conflit majeur en 1962, mais se sont limités à des escarmouches depuis 60 ans. Troisième indice, ce que j'appellerais la retenue adoptée par les États non nucléaires à l'égard des États nucléaires ou qui sont protégés par l'arme nucléaire. La guerre du Kippour de 1973 et la guerre des Malouines de 1982 sont immédiatement, quand on donne cet argument, donnés comme contre-exemple. Je crois qu'ils ne sont pas convaincants. Israël est déjà nucléaire en 1973, mais justement, l'Égypte, et on le sait maintenant à travers les témoignages et les archives
de l'époque, l'Égypte et la Syrie ont délibérément limité leurs opérations aux territoires contestés, c'est-à-dire le Sinaï et le Golan. Quant au Malouine, en 1982, je ne crois pas du tout qu'on puisse dire que ce soit un échec de la dissuasion nucléaire britannique, dans la mesure où il ne s'agissait que d'un territoire autonome, dépendance de la couronne, dont absolument rien n'indiquait qu'elle était couverte par la dissuasion nucléaire, contrairement d'ailleurs aux Outre-mer français, mais c'est un autre sujet. De même, l'Inde s'abstient de pénétrer en territoire pakistanais depuis 1990, alors qu'elle l'avait fait entre 1965 et 1971. Une exception peut-être, la campagne irakienne des Scuds contre Israël en 1991, mais là on peut émettre l'hypothèse que cette campagne fut délibérément limitée par l'absence de munitions chimiques et biologiques dont on sait que l'Irak disposait bel et bien à l'époque. De plus, aucun pays couvert par une garantie nucléaire, non nucléaire mais couvert par une garantie, n'a jamais été la cible d'une attaque militaire majeure. Là encore, on peut trouver les preuves a contrario. Les États-Unis s'abstiennent d'envahir Cuba en 1962, mais n'hésitent pas à envahir la Grenade en 1983, le Panama, l'Irak et d'autres. L'Union soviétique envahit la Hongrie en 1956, la Tchécoslovaquie en 1968, l'Afghanistan en 1979, mais pas un seul allié des États-Unis. La Corée du Nord envahit son voisin du Sud en 1950, après d'ailleurs, juste après que Washington ait commis l'erreur terrible de dire que la Corée du Sud ne faisait pas partie du périmètre défensif de l'Amérique. À bon entendeur, salut, on a vu le résultat, mais elle s'est abstenue de le faire depuis que Séoul est couverte par une garantie nucléaire très claire de la part des États-Unis. Ni le Cambodge en 1978, ni le Vietnam en 1979, ni le Koweït en 1991 ne sont couverts par une protection nucléaire. La Russie peut se permettre, entre guillemets, d'envahir la Géorgie ou l'Ukraine parce qu'elles ne sont pas couvertes par une garantie nucléaire. Et d'une certaine manière, ces indices deviennent de plus en plus convaincants avec chaque année qui passe. Chaque année qui passe sans grande guerre entre grandes puissances, sans conflit militaire majeur entre États nucléaires, sans agression militaire majeure contre un pays protégé par la dissuasion nucléaire, tend à accréditer cette idée d'un phénomène exceptionnel. Donc, hypothèse plutôt convaincante. Toutefois, bien sûr, pour que la démonstration, si tant est qu'elle puisse être faite, ait un minimum de solidité, il ne faut pas confondre, c'est le piège classique, bien sûr, de l'analyse, corrélation et causalité. Et donc, il faut éliminer les explications alternatives. Peut-être que c'est la dissuasion nucléaire, peut-être que c'est autre chose. Et il y a trois grandes explications alternatives qui sont, en gros, pour schématiser, et je demande pardon aux politistes qui sont des théoriciens, ce que je ne suis pas, c'est aussi de la faute de Pierre Asner qui n'en était pas un. Il y a trois types de théories alternatives, on va dire la libérale, la réaliste et la constructiviste. L'explication libérale de cette paix, qui met en exergue les institutions, l'interdépendance, la démocratie, ne sont à mon sens guère pertinentes, car l'ordre de la Société des Nations n'avait pas pu empêcher la Seconde Guerre mondiale. Entre l'Union soviétique et les États-Unis, il n'y avait aucune interdépendance économique, très peu d'interdépendance économique entre le bloc occidental et le bloc communiste. Les progrès de la démocratisation dans le monde ne sont pas non plus. Le risque de guerre entre grandes puissances était et reste essentiellement entre démocratie et régimes autoritaires. Deuxième théorie alternative, explication alternative, l'explication réaliste, ou plutôt une certaine explication réaliste de l'ordre international qui suggère, elle, que la stabilité de l'ordre bipolaire mondial, avec beaucoup de guillemets, c'était finalement la clé de l'absence de conflit. Mais il pourrait justement s'agir, à mon sens, d'une inversion des causes et des effets, car les armes nucléaires étaient un élément central de la consolidation et de la pérennité de ces blocs. Elles étaient un élément central de l'engagement des États-Unis en faveur de la sécurité européenne. Et à mon sens, elles ont tout autant contribué à consolider les alliances qu'à les affaiblir, comme on le craignait au début des années 1960. La garantie nucléaire américaine était une dimension non négligeable de l'attrait de l'appartenance à l'OTAN. Et la France, je le rappelle au risque de l'évidence, elle est restée
dans l'Alliance Atlantique et dans l'OTAN, après avoir développé sa propre force nucléaire. En ce qui concerne enfin la période de l'après-guerre froide, l'hégémonie américaine, certes temporaire, mais a très bien pu être une cause essentielle de l'absence de guerre majeure, mais cette hégémonie, si c'est une hégémonie au sens des relations internationales en tout cas, était évidemment, bien sûr, garantie par la primauté nucléaire des États-Unis. Enfin, troisième explication alternative possible, une explication qu'on va appeler culturaliste ou constructiviste, qui repose sur l'évolution des normes et des constructions sociales. L'historien John Mueller a fait valoir que, dans un livre célèbre, l'obsolescence de la guerre majeure, ce qu'il appelle « The Obsolescence of Major War », le titre de son livre, est due essentiellement à l'impact sur la culture mondiale du double choc, et notamment européenne, du double choc des deux conflits majeurs de 1914-18 et 1939-45. Alors, pour aller dans le sens de cette explication, on constate que la conquête territoriale est devenue, depuis 1945, très progressivement, de moins en moins employée comme instrument normal de politique extérieure. Il est vrai que ça peut sonner curieux à l'heure de la guerre en Ukraine. Le fait est pourtant que depuis le milieu des années 1970, cette norme s'est consolidée et on n'a plus vu un pays se saisir d'un territoire important par la force et le conserver pendant une durée importante. Il y a une norme émergente contre la conquête territoriale qui, en parallèle, s'est doublée d'une norme juridique, type Occidentis Iuris, consacrée par la Cour internationale de justice. Et l'on constate que certaines des tentatives les plus importantes de conquête par la force depuis le milieu des années 70, la guerre Iran-Irak, la guerre des Malouines, la guerre du Koweït, se sont soldées par des échecs. Alors, peut-être que le comportement de la Russie en Ukraine, peut-être que le comportement de la Chine dans son environnement maritime va mettre un terme à cette ère. Pour l'instant, cette ère, à mon sens, dure encore. Les guerres de conquête territoriale, en dépit de l'Ukraine, ne sont plus considérées comme un instrument normal de politique extérieure. Toutefois, et c'est la limite de cette explication constructiviste ou culturaliste, à mon avis, il y a des limites dans cette argumentation, car si la lassitude de la guerre existait, il faudrait alors soutenir qu'elle n'existait pas en Europe après 1870, or elle était là, qu'elle n'existait pas après 1918, or elle était là, et que donc il y aurait une transformation absolument phénoménale de nos cultures sociétales pour expliquer une force nouvelle de cet argument. Il faudrait en quelque sorte postuler une sorte d'effet de seuil, d'effet culturel de seuil après 1945. Il faudrait supposer aussi que la lassitude de la guerre se transmet d'une génération à l'autre. Enfin, il faudrait écarter les nombreuses guerres et interventions militaires mineures, et parfois pas si mineures que ça, de l'ère post-1945, délibérément initiées par des partis au conflit, à la guerre mondiale de 1939-1945. Nous sommes donc contraints d'avoir recours peut-être à d'autres indices. En tout cas, les indices que j'ai mentionnés ne suffisent peut-être pas. Et l'arbitrage, à mon sens, le plus convaincant, c'est tout simplement celui des historiens. C'est ce que j'appelle les indices, ou les preuves, je préfère parler d'indices. Les preuves qualitatives sont intéressantes. Les preuves qualitatives, ce sont les archives, les témoignages qui nous montrent que, pour faire simple, les armes nucléaires ont induit un sentiment de prudence dans l'esprit des dirigeants et ont affecté leurs calculs quant à l'entrée éventuelle en guerre de leur pays contre une nation dotée de l'arme nucléaire ou protégée par l'arme nucléaire. Alors cela va des mémoires de Nikita Khrouchtchev aux témoignages de responsables militaires égyptiens ou irakiens quant à leur comportement vis-à-vis d'un État nucléaire. Certains vont jusqu'à soutenir que la gestion particulièrement brutale par Ronald Reagan de la grève des contrôleurs aériens américains lui valut à Moscou, la réputation d'un dirigeant qui n'hésiterait pas à utiliser des armes nucléaires. Je ne vais pas rentrer maintenant dans le débat sur ce que les politistes appellent la réputation, mais c'est un débat important. Or, l'opinion dominante parmi les historiens de la guerre froide est bien que la dissuasion nucléaire a été une clé, sinon la clé,
de la paix relative, en tout cas de l'absence de conflit entre grandes puissances depuis 1945, et qu'elle semble également expliquer l'absence d'attaques militaires majeures contre les pays protégés. Tous les historiens de la guerre froide soulignent le pouvoir de restriction de la bombe dans les calculs stratégiques des États qui en sont dotés. John Lewis Gaddis, que j'ai déjà cité, se dit absolument convaincu au terme de ses travaux sur l'histoire de la guerre froide que les grandes puissances prennent des précautions délibérées pour réduire les risques de conflits directs. Les armes nucléaires seraient donc, selon lui, je le cite, suprêmement pertinentes, je ferme la citation, pour expliquer ce qu'il appelle la longue paix. Un ancien fonctionnaire soviétique, dont j'ai oublié le nom malheureusement, écrit ceci: les armes nucléaires ont été le plus grand outil de civilisation pour ces élites. Elles ont nettoyé leurs rangs de tous les radicaux et idéologues, et elles ont renforcé les pragmatiques qui voyaient leur principal objectif dans la prévention d'une guerre nucléaire ou d'affrontements susceptibles de dégénérer en conflit nucléaire. Sans armes nucléaires, Washington aurait peut-être, je ferme la citation, sans armes nucléaires, Washington aurait peut-être, il est vrai, hésité à garantir la sécurité en Europe, serait peut-être revenu à l'isolationnisme. Sans la protection des États-Unis, la tentation pour Moscou de s'emparer de territoires en Europe occidentale aurait été plus forte. Alors, je vois bien l'argument contraire. Il est incarné par cette phrase de l'ancien ministre australien Gareth Evans, opposant déclaré à la dissuasion nucléaire, qui dit « Il n'y a aucune preuve qu'à aucun moment de la guerre froide, l'Union soviétique ou les États-Unis aient voulu déclencher une guerre de sang-froid. » C'est vrai, il a raison. Mais je pense que pour affirmer que la dissuasion a joué un rôle clé dans la préservation de la paix, il n'est pas nécessaire de postuler un désir de guerre de la part des soviétiques. Le grand stratège britannique Michael Quinlan écrit une phrase que j'ai mal traduite en français, en anglais c'est beaucoup plus élégant. Si le conflit armé n'avait pas été si manifestement intolérable, le flux et le reflux des frictions auraient pu être gérés avec moins de prudence et un glissement tôt ou tard vers une guerre majeure, sur le modèle de 1914 ou de 1939, aurait pu être moins improbable. En conclusion, sur ce point, on peut dire, à mon sens, avec Lawrence Friedman, autre grand stratège britannique, car la dissuasion, ce sont souvent les Anglais qui en parlent le mieux, qu'étant donné l'existence indubitable d'un antagonisme profond entre l'Est et l'Ouest, ce serait faire preuve d'un excès de fermeture intellectuelle que de ne pas attribuer au moins une partie du mérite d'avoir évité une autre guerre totale à la crainte d'une confrontation mondiale impliquant des échanges nucléaires et aux politiques adoptées, parfois par les deux parties, pour renforcer cette crainte. Donc je n'irai pas jusqu'à dire, comme le proposait l'hebdomadaire Newsweek en 2009, qui avait fait sa couverture en disant « Donnez le prix Nobel de la paix à la bombe ». Je n'irai pas jusque-là, mais expliquer la longue paix principalement par la dissuasion nucléaire pourrait finalement être une simple application du rasoir d'Occam, à savoir la réponse la plus évidente, la réponse la plus simple et peut-être la meilleure. Oui, s'il y a des philosophes parmi vous, je sais que le rasoir d'Occam, c'est pas aussi... je ne l'ai pas exprimé de la bonne manière, mais en gros, c'est ça. L'explication la plus simple, c'est peut-être finalement la meilleure. On peut donc émettre l'hypothèse selon laquelle la dissuasion nucléaire a contribué dans une large mesure à une certaine paix, je dis bien une certaine paix, qu'elle a permis de contenir le risque de violence collective à grande échelle entre certains, je dis bien certains, types d'États. Vous voyez, ma conclusion est plus modérée que ce à quoi on peut s'attendre de quelqu'un qui a passé pas mal d'années à défendre effectivement les vertus de la dissuasion nucléaire. Je ne sais pas s'il y a des gens du commissariat à l'énergie atomique dans la salle, il y a peut-être des spécialistes des réacteurs nucléaires, mais je vais oser une comparaison avec les réacteurs nucléaires. Je pense que la dissuasion, c'est à la fois le fluide modérateur en temps normal et la cuve qui retient le corium en temps de crise. Le corium, c'est le résidu qui résulte d'un accident nucléaire majeur. Vous avez le cœur qui fond, en gros, ça donne le corium. Il vaut mieux qu'il y ait une cuve résistante pour le retenir. C'est la corde de rappel centrale, c'est le filet de sécurité ultime. Alors bien sûr, si ce que je viens de dire vous a convaincu, il me faut encore vous convaincre sur l'avenir. Autrement dit, si la dissuasion a contribué à préserver la paix, va-t-elle continuer à le faire ? Et je crois qu'après maintenant 8 décennies de recul,
près de 8 décennies de recul, on peut dire que la dissuasion nucléaire est un concept robuste. Elle s'est universalisée, elle a montré sa capacité d'adaptation, elle est plus solide que ses opposants ne le pensent, et enfin, à mon sens, elle ne souffrira sans doute pas de concurrence avant longtemps. D'abord, elle est robuste. En 2005, quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était un type absolument délicieux, qui a réussi à être connu par ses travaux sur la dissuasion nucléaire, mais qui a eu un prix Nobel d'économie, franchement, il fallait le faire, c'est Tom Schelling. Il avait consacré l'ensemble de son discours de récipiendaire du prix Nobel d'économie au fait à un étonnement, et son étonnement, c'était la guerre nucléaire n'a pas eu lieu, les armes nucléaires n'ont pas été utilisées depuis 1945. Il disait cela en 2005. Bien sûr, 20 ans plus tard, c'est encore plus frappant. Et donc, je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en tout cas, la tradition de ce qu'on appelle la non-utilisation de l'arme nucléaire est assez solide. Deuxième point, la dissuasion s'est universalisée. Aujourd'hui, la dissuasion, c'est la fonction stratégique unique des armes nucléaires, et ce qu'on appelait dans les années 1950 ou 1960 les doctrines d'emploi, les doctrines de combat nucléaire ont été largement délégitimées. Je soutiens qu'aucun État ne considère ces armes comme des moyens militaires anodins et qu'en dépit de leur rodomontade, ni Vladimir Poutine, ni Kim Jong-un, ni Donald Trump n'ont jamais donné aucune indication d'être sur le point d'appuyer sur le bouton. Qu'ils aient voulu faire croire qu'ils pouvaient le faire est un autre sujet. Troisièmement, elle a montré sa capacité d'adaptation. Rappelons un fait historique simple. L'arme nucléaire est inventée pour faire face au nazisme, elle est utilisée contre le Japon et elle prend toute sa valeur contre l'Union soviétique. Elle s'est adaptée aux évolutions du contexte stratégique. On avait un seul État nucléaire en 1945, on en a 9 aujourd'hui. Elle a vocation à répondre à des menaces diverses, tout type de menaces stratégiques graves, en tout cas les plus graves, y compris cybernétiques d'ailleurs, dès lors que l'attaque serait d'un certain niveau, franchirait un certain seuil. Quatrième point, elle est, à mon sens, plus solide que ses opposants ne le pensent. Il n'y a, je crois, guère de preuves, même si je sais que c'est discuté, mais j'ai personnellement beaucoup travaillé sur ce sujet et j'ai un peu écrit pour ceux que cela intéresserait. Il y a guère de preuves que le monde ait souvent frôlé la guerre nucléaire depuis 1945, contrairement à un récit très courant. De même pour les incidents techniques, nombreux, mais pour lesquels, à mon sens, la chance n'est pas une explication nécessaire, sauf peut-être pour un ou deux épisodes. Il est vrai qu'à une époque, jusque dans les années 90, où les dispositifs de sécurité des armes et des systèmes, de manière générale, les systèmes nucléaires étaient relativement rudimentaires, il y aurait pu y avoir peut-être plus facilement un incident radiologique majeur, si ce n'est un incident nucléaire majeur. Certains affirment, et c'est un argument important, que l'avantage à court terme de la dissuasion nucléaire ne suffit pas à justifier le risque à long terme. Autrement dit, si le risque est minime aujourd'hui, le simple fait qu'il y aurait un risque sur le temps long suffirait à délégitimer la dissuasion nucléaire, puisque le coût de cette éventuelle guerre nucléaire future serait supérieur aux bénéfices que nous aurions tirés pendant plusieurs décennies. Encore une fois, je pense que c'est un argument pertinent, mais on peut rétorquer que si les avantages de la dissuasion sont significatifs, alors peut-être qu'un risque majeur, mais faible, vaut la peine d'être couru. La métaphore vaut ce qu'elle vaut et elle mérite discussion, mais je pense que conduire une voiture est l'une des choses les plus dangereuses que nous puissions faire au quotidien. On peut en mourir. Et pourtant, certains d'entre nous le font tous les jours. De nombreux parents emmènent leurs enfants faire de longs voyages en voiture, alors que le risque majeur de faire des longs trajets en voiture, c'est un accident mortel. Donc évidemment, tout ceci est une affaire d'évaluation des probabilités, et cette évaluation, elle ne peut jamais être scientifique, c'est une activité humaine, et donc le débat sur le point que je viens de mentionner ne peut pas être tranché définitivement dans un sens ou dans un autre. Cinquième point, je note que la dissuasion a survécu à 8 décennies de contestation parfois massive, notamment
dans les années 1950 ou dans les années 1980. Et aujourd'hui, je ne vois guère de raison de penser que le traité d'interdiction des armes nucléaires, qui n'a été signé et ne sera signé par aucun État nucléaire, puisse acquérir une puissance normative telle qu'il s'imposerait aux premiers concernés. Enfin, rien ne prouve qu'un autre instrument militaire puisse se substituer totalement à la dissuasion nucléaire, qui reste singulière non seulement de par ses effets directs, mais aussi par l'aura de terreur qu'elle entoure. Elle met en jeu, vous le savez, les composants les plus élémentaires de la matière, et je crois qu'aucune autre technologie à l'horizon ne peut offrir, en tout cas aujourd'hui, ne peut offrir la même combinaison de destruction instantanée, prévisible, à très grande échelle. L'arme informatique, par exemple, ne présente absolument pas les mêmes garanties en termes de probabilité d'effets prévisibles, massifs et quasi immédiats sur les populations. Donc je crois qu'au fond, la dissuasion reste un pari raisonnable, à condition toutefois, d'en connaître les limites, les effets pervers et les risques d'échec. Commençons par les limites. Je l'ai dit, la dissuasion nucléaire ne contribue qu'à prévenir que certains types de violences collectives entre États, dans certaines conditions. Elle suppose d'abord, comme le dit une nouvelle fois Lawrence Friedman, un cadre normatif suffisamment partagé. Winston Churchill, vous voyez, je cite beaucoup d'anglais, avait dès 1952 une phrase assez brutale à la Churchill, mais qui reste tout à fait pertinente. Dans son dernier discours à la Chambre des communes, il nous dit « La dissuasion ne couvre pas les cas de cinglés ou de dictateurs se trouvant dans l'état d'esprit de Hitler dans sa retraite finale. » On ne peut pas non plus, j'arrête de citer Winston Churchill, on ne peut pas non plus être totalement rassuré lorsqu'on entend un dirigeant nord-coréen ou russe plus récemment nous dire qu'un monde sans Pyongyang ou sans Moscou ne mériterait peut-être pas d'exister. On dit souvent que la dissuasion doit allier une capacité et une volonté, mais ça n'est pas suffisant. Entre deux adversaires, elle peut demander, exiger un apprentissage mutuel émaillé de crises, comme entre Washington et Moscou en 1962, entre Moscou et Pékin en 1969, entre Delhi et Islamabad en 2002. Elle repose au fond sur l'hypothèse d'un calcul raisonnable de la part des protagonistes, basé sur une perception adéquate des risques et des enjeux, et ce, des deux côtés. Dans les faits, elle est un art plutôt qu'une science, et elle relève autant de la psychologie comportementale que de la théorie des jeux. Elle est donc bien sûr intrinsèquement faillible. Elle est vivante. Pour que le défenseur soit crédible, il doit en apporter des témoignages concrets. En permanence, l'abstention américaine en Syrie en 2013, que François Hollande nous rappelait encore une fois, c'est vous dire à quel point cela a traumatisé la psyché française, enfin, en tout cas celle des dirigeants de l'époque, la mollesse des réactions occidentales à l'annexion de la Crimée en 2014, ont pu contribuer à affaiblir la dissuasion occidentale. Vous notez le conditionnel. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a un lien mécanique de causalité entre ce qui s'est passé en 2013 et l'invasion de la Crimée en 2014. Restons prudents dans ces domaines. Deuxième point, ses effets pervers. Tout détenteur d'une arme nucléaire étant autour de lui ce qu'on pourrait appeler une ombre nucléaire, et des études statistiques, parce qu'il y a des études statistiques, une fois qu'on a le codage, on peut coder les conflits, et donc on peut faire des études statistiques sur les conflits depuis 1945. Après tout, après 80 ans, on commence à avoir un échantillon suffisamment robuste pour pouvoir faire un petit peu de statistiques sur les conflits depuis 1945. Les acteurs nucléaires ont plus de chances de l'emporter lorsqu'ils sont confrontés à un état non nucléaire. Je cite une étude récente. Un rôle clé des armes nucléaires occidentales, vous le savez, c'est de neutraliser ce qu'on appelle parfois une pression ou un chantage. On parle beaucoup dans le discours français, même si je pense qu'il y a très peu de chantage nucléaire en fait dans l'histoire. Mais c'est ce que j'appelle la contre-dissuasion. Il s'agit de neutraliser la menace nucléaire adverse, plutôt que d'éviter une défaite ou une invasion, qui était le rôle premier des armes nucléaires au temps de la guerre froide. C'est pour ça, et là on aime beaucoup ça en France, que l'on parle souvent de l'arme de la liberté d'action. Le problème, c'est que la liberté d'action, elle marche dans les deux sens. C'est pour neutraliser un chantage nucléaire américain, selon son propre discours,
que la Chine développe l'arme nucléaire à la fin des années 50, parce qu'elle confère un sentiment, justifié ou non, de protection. Les armes nucléaires peuvent encourager les agressions. Un État détenteur de cette arme peut profiter de sa liberté d'action pour changer le statu quo. C'est ce que notre ami Jean-Louis Gergorin avait appelé au début des années 1990, une très bonne formule, la sanctuarisation agressive, qui permettrait, par exemple, des provocations limitées ou des prises de gages. Cela dit, l'idée selon laquelle les armes nucléaires font la différence dans une crise est partiellement une illusion. Je me réfère là encore à d'excellentes études statistiques d'il y a quelques années qui montrent qu'en gros, ça fonctionne dans un cas sur deux. Autrement dit, l'idée de dire « je suis nucléaire, donc je peux me permettre des choses que d'autres ne peuvent pas se permettre de faire » reste un pari risqué. Le statut nucléaire peut gonfler à l'excès l'orgueil des puissances et leur donner une perception erronée de leur capacité. Entre deux acteurs, la possession de l'arme nucléaire peut même encourager les conflits à bas niveau ou les guerres limitées. C'est ce qu'on a appelé au milieu des années 60 le paradoxe de la stabilité-instabilité, qui signifiait il peut y avoir stabilité à l'échelon central, comme on disait à l'époque, États-Unis, Union soviétique, mais c'est instable en dessous, et les conflits mineurs, les escarmouches, les conflits indirects peuvent même se multiplier à l'ombre de l'arme nucléaire. La thèse reste discutée, mais on peut dire qu'on l'a vu à l'œuvre en 69 entre l'URSS et la Chine, depuis 99 entre l'Inde et le Pakistan, ou depuis 2019 entre la Chine et l'Inde. Donc, les armes nucléaires ont peut-être empêché un conflit armé majeur entre adversaires qui en sont dotés, mais cela se serait fait au prix de la multiplication des crises. C'est pour ça que j'emploie l'expression effet pervers. L'existence des armes nucléaires pourrait à la fois avoir modéré le comportement des puissances lors des crises, mais tout autant, dans certains cas, les avoir encouragées à prendre des initiatives dangereuses à l'origine de ces crises, comme par exemple à Berlin ou à Cuba. Pour autant, et là je me réfère encore aux études statistiques les plus récentes, il est difficile de conclure à l'existence d'un comportement plus provocateur chez les États nucléaires que chez les autres. Donc je modère l'argument. L'argument est réel, mais je ne suis pas sûr, là encore, qu'il faille en exagérer la portée. Enfin, question plus large, l'impact des armes nucléaires sur la coopération entre grandes puissances. Les armes nucléaires ont-elles facilité cette coopération? Certains le pensent. L'arms control aurait été une clé de la détente. D'autres soutiennent qu'elles ont contribué à perpétuer la guerre froide en garantissant le statu quo. Et donc, les armes nucléaires auraient peut-être facilité la détente et la coexistence pacifique, mais dans le même temps, rendu la paix réelle plus difficile, en plus de prolonger la vie du communisme. C'est une hypothèse intéressante sur laquelle je ne me prononce pas totalement, mais en tout cas, je trouve que ça mérite réflexion. Enfin, bien sûr, les risques d'échec de la dissuasion, après tout, c'est le plus important. Disons quelques mots de l'Ukraine. L'invasion de l'Ukraine ne fut évidemment pas un échec, évidemment pas. Je dis évidemment, ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde. Ne fut pas un échec de la dissuasion nucléaire, mais ce fut, dans une large mesure, un échec de la dissuasion, dans la mesure où nous étant l'Europe et les États-Unis, avions menacé la Russie de sanctions massives, vous vous souvenez que c'était l'expression de l'époque, et les États-Unis avaient tenté aussi de dissuader la Russie par la révélation publique d'éléments de renseignement. Et donc, là, en bonne logique, de trois choses l'une. Soit Vladimir Poutine s'est dit « ils n'oseront pas », première hypothèse, soit il s'est dit « ils oseront, mais ça n'aura pas d'impact », deuxième hypothèse, soit il s'est dit « ils oseront et nous allons souffrir », mais j'y suis prêt parce que l'Ukraine est plus importante pour moi qu'elle ne l'est pour eux, et que cela permettra d'ailleurs de consolider mon pouvoir. C'est ce qu'on appelle le problème de l'asymétrie perçue des enjeux. Les enjeux ne sont pas perçus de la même manière d'un côté et de l'autre, ce qui signifie d'ailleurs que la connaissance mutuelle, l'apprentissage mutuel de la dissuasion ne sont pas toujours suffisants, ou alors qu'il faut que cet apprentissage soit reproduit à chaque génération. Souvenons-nous d'une grande spécialiste française de la Russie affirmant avec force le 23 février 2022 au soir
Poutine n'est pas un idiot avec 3 points d'exclamation. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce sont les filtres cognitifs que nous pouvons avoir quand on essaye de jauger le comportement de tel ou tel dirigeant. En tout cas, en l'espèce, je pense qu'elle avait tort, mais Poutine n'est toujours pas un idiot. C'est une décision, la décision d'envahir l'Ukraine n'est pas une décision irrationnelle, c'est une décision parfaitement rationnelle dans le logiciel de Poutine, mais en tout cas pas dans le logiciel de nombreux observateurs de la Russie à l'époque. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que certains non-spécialistes de la Russie voyaient beaucoup plus le danger que certains spécialistes. Ça nous embarquerait sur une longue discussion sur justement les biais cognitifs de la recherche. Nous savons, en tout cas, que le pessimisme radical de Freddy Clay, que je citais en début d'intervention, était excessif. Pour autant, faut-il adopter l'optimisme tout aussi radical d'un Kenneth Waltz, autre grand théoricien de la guerre froide, selon lequel, je cite, « la probabilité d'une guerre majeure entre des États possédant des armes nucléaires est proche de 0 ». Faut-il ? Est-ce que proche de 0, ça signifie 1%? Dans ce cas-là, c'est un risque inacceptable. Ou est-ce que c'est... Évidemment, on ne peut pas affecter des probabilités véritablement quantifiées à ce type de risque. Mais là, je compare 2 choses, 1% et 0,0001%. J'ai envie de dire que si proche de 0, ça veut dire 1%, c'est un risque inacceptable. Car le risque d'une guerre nucléaire majeure, s'il était de 1%, et encore une fois, tout en sachant que la quantification de ces probabilités n'a pas beaucoup de sens, il serait, à mon sens, inacceptable. Si l'on pense au contraire qu'il est plus proche de 0,001%, alors on peut discuter et le considérer comme acceptable. Il reste une question, l'allongement du temps écoulé depuis la dernière explosion en temps de guerre, c'est-à-dire Nagasaki, rend-il l'utilisation des armes nucléaires plus probable ou moins probable? Et là encore, je n'ai pas de certitude, il est possible que nous courions le risque d'oublier, surtout en l'absence de tests et d'images actuelles visibles, la formidable puissance des armes nucléaires, ce qui rendrait alors le risque de l'utilisation plus probable. Or, même avec une très faible probabilité d'échec de la dissuasion, une guerre nucléaire majeure, avec de possibles répercussions mondiales, pourrait suffire, j'en reviens à mon argument tout à l'heure, pourrait suffire à annuler ces prétendus avantages. Le risque de mauvais calcul d'au moins une des parties en temps de crise est toujours présent. Les adversaires des pays occidentaux sous-estiment constamment leur détermination à réagir. C'est dangereux, d'où la question de la réputation que j'abordais tout à l'heure. On ne peut pas parier sur le fait que Moscou, Pékin, Pyongyang ou d'autres n'envisageront jamais de franchir le seuil nucléaire, surtout s'ils estiment que le risque est pour eux existentiel. Que se passerait-il alors si la dissuasion échouait ? Ici, il me paraît important, j'essaie toujours la modération des deux côtés, de souligner que l'escalade aux extrêmes ne serait pas inévitable, contrairement, là encore, à un récit fréquemment abordé. Il faut qu'elle soit possible, mais pas inévitable. Herman Kahn, souvent perçu comme un stratège excessif, parce que, enfin, excessif au sens où il donnait le sentiment que l'emploi de l'arme nucléaire était quelque chose de presque anodin. C'est lui qui a ces fameux 42 barreaux de l'échelle d'escalade nucléaire, mais il affirmait que le seuil nucléaire n'est pas faible au point qu'une seule utilisation d'armes nucléaires fasse tomber toute hésitation à le franchir une seconde fois. Réflexion intéressante. Je ne sais pas s'il a raison, mais je pense qu'il n'a pas tort de dire que l'escalade aux extrêmes ne serait pas inévitable et qu'un champignon atomique dans le ciel d'un pays quelque part dans le monde pourrait conduire l'ensemble de la communauté internationale à tout faire immédiatement pour que tout ça s'arrête tout de suite. Et après tout, la détonation d'une arme nucléaire pourrait bien conforter la dissuasion par ses aspects visibles plutôt que la condamner. Que se passe-t-il si la dissuasion nucléaire échoue et que l'arme nucléaire est employée? Faut-il utiliser les armes nucléaires? Ce débat extrêmement théorique doit se poser dans la tête de nos dirigeants. Certains soulignent qu'il serait possible, voire souhaitable, de restaurer, de rétablir la dissuasion. D'autres pensent que, comme le jeu de la poule mouillée, le chicken game aux États-Unis, vous savez, incarné dans La Fureur de vivre, je ne sais pas si certains d'entre vous, enfin, je sais que certains d'entre vous l'ont vu, peut-être pas tous les étudiants, mais La Fureur de vivre, ce jeu où vous avez deux voitures qui se dirigent vers un précipice, et bien sûr, le premier à s'arrêter a perdu, c'est la poule mouillée. Et certains ont comparé l'escalade nucléaire à ce type de jeu. En définitive,
À la question « faudrait-il riposter ?», la réponse est peut-être, et elle ne peut être que peut-être, et cette incertitude est au cœur de la stratégie nucléaire. Tout l'enjeu, bien sûr, c'est de persuader nos adversaires qu'ils ne pourraient pas perdre à ce jeu. Bien sûr, le seul franchissement du seuil nucléaire hors attaque contre nos intérêts vitaux, et là je pense beaucoup à l'Ukraine, ne justifierait pas une action du même ordre. C'est ce que Emmanuel Macron avait tenté de dire très maladroitement à mon sens, lorsqu'on lui avait demandé, il y a un peu plus de 6 mois, qu'est-ce qui se passe si une arme nucléaire détonne au-dessus de la routière de l'Ukraine ou de sa région. Et il disait, bien sûr, nous ne ferons rien. Non, ça c'était Claude Cheysson en 1983. Mais c'est pareil, il s'agit de rassurer l'opinion publique. Personne ne sait comment les 5 réagiraient, mais ils y ont certainement réfléchi. Il faudrait pouvoir, quelque part, parce que la tradition de non-utilisation de l'arme nucléaire est un bien public mondial, quelque part, il faudrait pouvoir rétablir cette dissuasion sans utiliser l'arme nucléaire. Enfin, mais je ne serai pas très long sur le sujet puisque l'heure tourne, question bien sûr sur l'évolution du contexte technologique. Est-ce que la dissuasion nucléaire devient plus difficile à l'ère du cyber, à l'ère de 9 puissances nucléaires au lieu de 6 à la fin de la guerre froide, à l'ère de la désinformation? C'est un sujet immense sur que je ne trancherai pas aujourd'hui. Je constate simplement qu'on pensait déjà qu'au-delà de 2 puissances nucléaires, dans les années 50, la dissuasion serait beaucoup plus difficile. Je ne suis pas sûr qu'elle soit beaucoup plus difficile à 9 qu'à 6, mais en tout cas, si à 2, c'était peut-être une partie d'échec, peut-être qu'à 9, 10, 12 puissances nucléaires, ça serait plutôt une partie de roulette russe. D'autant plus que les arsenaux nucléaires en Asie évoluent très rapidement. L'essor de la guerre de l'information et de la désinformation, par le biais notamment des réseaux sociaux, pourrait rendre la gestion politique des crises encore plus difficile. Je ne sais pas encore, je ne suis pas certain que ces évolutions affecteront fondamentalement le calcul stratégique et la dynamique de l'escalade nucléaire. Je dirais en conclusion, tout simplement que la dissuasion nucléaire est un instrument imparfait et fragile. Ce que Richard Lebov, un autre grand nom de l'analyse politique occidentale, appelait un remède puissant mais très dangereux. Et je vais citer une dernière fois Winston Churchill, qui, dans une phrase célèbre, a dit dans ces dernières années, à propos du désarmement nucléaire, « Veillez avant tout à ne pas lâcher l'arme atomique tant que vous n'êtes pas sûr, et plus que sûr, que d'autres moyens de préserver la paix sont entre vos mains. » Cela étant dit, aucun humaniste ne peut se satisfaire de l'idée selon laquelle l'absence de guerre mondiale repose sur les engins les plus destructeurs jamais conçus. On peut voir la dissuasion nucléaire comme une sorte d'assurance contre l'échec de la paix libérale, mais du point de vue éthique, cette assurance, à mon sens, ne saurait être que provisoire. Il y a exactement 40 ans, en 1983, les évêques allemands, les évêques américains et les évêques français affirmaient que la dissuasion ne pouvait être, je cite, qu'une réponse momentanée, une éthique de détresse ou encore une situation limite dont il convenait de sortir au plus tôt. 40 ans plus tard, ce jugement me paraît encore approprié. Merci. Merci beaucoup Bruno pour cette présentation dense et beaucoup de fils peuvent être tirés à partir de ton propos. Je vais essayer juste peut-être de faire une conversion vers des questions qui certainement dans la salle nous ramèneront au conflit de l'Ukraine et déjà des points que tu as un tout petit peu évoqués mais que tu auras davantage l'occasion de développer. Peut-être premier élément de discussion avec toi, parce que j'ai hâtivement bâti les 3 âges nucléaires, mais parce que nous sommes bien rentrés dans le 3e âge nucléaire. Il me semble que la première partie de ton intervention caractérisait bien ce qu'était la guerre froide, et même un équilibre international qu'on pouvait ramener presque mécaniquement, mathématiquement, à un équilibre nucléaire entre 2 blocs, et d'une certaine manière, à la fois sous la menace de l'apocalypse, de la terreur et des armements, s'est construit un dialogue de la dissuasion entre ceux qui étaient détenteurs de cette arme. Deuxième âge, c'est post-guerre froide, mais là on assiste à un double mouvement quand même de rétractation des arsenaux, de diminution des arsenaux, d'accords de dénucléarisation nombreux et en même temps le risque de la prolifération, mais est conservé
une sorte de continuum entre grandes puissances que tu as très bien développé en disant les grandes puissances nucléaires ne s'agressent pas entre elles. Et voilà. Et donc au moins dans ce continuum, certes des libertés d'action, des libertés d'agir dans différents conflits, mais un pacte de non-agression nucléaire entre ceux qui en étaient dotés, voire ceux qui en étaient dotés officiellement, voire non officiellement, et pour toute puissance non nucléaire versus puissance nucléaire, tu l'as dit. Alors le troisième âge nucléaire, il a commencé bien avant la guerre de l'Ukraine, il a commencé par la modernisation, le lancement de la modernisation des nouvelles générations d'armement en Chine, en Russie, aux États-Unis, et nous-mêmes, nous allons engager dans la loi de programmation militaire la troisième génération de nos vecteurs sur un effort financier considérable. Donc, d'ores et déjà, avant même qu'il soit passé quoi que ce soit, il y avait une construction par les armes d'un nouvel état de la science, d'un nouvel état de ce paysage nucléaire. Et puis, ce paysage nucléaire, il pose quand même un certain nombre de questions qu'on va aborder. Le premier, c'est évidemment celui de l'efficacité encore de la dissuasion. Alors c'est vrai que dans le premier et dans le deuxième âge nucléaire, on était encore très fortement marqué par Hiroshima, par l'effroi préservé de ce qu'avait été l'attaque contre Hiroshima et Nagasaki. Les générations passent, et je dirais cette espèce de connaissance physique ou de ressenti qu'on a connu pour toutes les générations, même ceux qui n'ont pas connu évidemment Hiroshima, mais qui ont vécu dans la période de la guerre froide, ont vécu la pesanteur nucléaire, et comme une menace quand même permanente. Ça, aujourd'hui, qu'en est-il et quel effet ça a sur l'interdit moral? Ensuite, il y a les effets de l'arme nucléaire liés à la notion d'interdiction stratégique. Et là, ne peut-on pas craindre que la fin de toute négociation sur le désarmement, la dissuasion, tu le disais toi-même, ça a été une construction, ça a été des règles d'avertissement, des précautions prises, des instances qui permettaient de traiter toutes ces questions, et donc de procéder à des réassurances, à des garanties au fait qu'on ne se méprenait pas, y compris sur les doctrines de dissuasion. Et j'en viens là quand même à des évolutions qui font quand même que les doctrines de dissuasion des uns et des autres, elles n'ont jamais été toutes alignées, mais elles étaient d'une certaine clarté. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, parce que les statuts nucléaires sont différents, des doctrines de dissuasion, des distorsions dans les doctrines de dissuasion qui rendent moins compréhensibles les phénomènes? Et puis il y a la production, ici ou là, de possibles armes exotiques. Nous, la France a décidé de rester, comme le Royaume-Uni, sur une panoplie nucléaire qui s'est rétractée pour nous à 2 composantes et une dimension très stratégique. Est-ce qu'il en est partout ainsi dans le monde? Et ça nous amène quand même, du coup, à l'Ukraine et à se dire qu'il y a eu des crises nucléaires. Mais depuis la guerre de Corée, aucune guerre n'avait été ambiancée nucléairement. On s'était déroulé dans une ambiance nucléaire. Aucune. Je me souviens d'ailleurs, puisque tu évoquais François Mitterrand, que pendant la guerre du Golfe, il intervient même à la télévision en disant « Ne vous méprenez pas, cette guerre, jamais on n'emploiera l'arme nucléaire, etc. etc. » Donc, et tous les conflits, toutes les opérations extérieures qui ont suivi des Occidentaux, voilà, que ce soit l'Afghanistan, l'Irak, étaient quelquefois, ou pouvaient trouver un prétexte qui était le risque de la prolifération, mais en tout cas ne se déroulaient pas dans une ambiance nucléaire. Donc là, le fait que cette guerre se déroule dans une ambiance nucléaire, forcément dit et dira quelque chose sur l'efficacité de ces armes à éviter des escalades, à maintenir la paix, ou au contraire, à précipiter un test qui nous ramènera à une expérience qu'on n'a pas connue depuis 80 ans, heureusement. Et peut-être le troisième, et je m'arrêterai là dans l'interrogation, évidemment, il me semble que le passage au deuxième âge nucléaire s'est accompagné d'une renationalisation des doctrines de dissuasion vers des logiques de sanctuarisation. Pour la Russie, qui ne protège plus le monde soviétique, qui ramène ses armes chez elle, même si après elle ne respecte pas les accords qu'elle avait passés dans la protection de l'Ukraine, pour les États-Unis, pour le Royaume-Uni, et il ne reste plus qu'une alliance nucléaire, qui est l'OTAN, qui est le parapluie nucléaire sur les pays européens. Donc il n'y a plus d'alliance nucléaire nulle part. Le nucléaire protège bien les intérêts nationaux de très grandes puissances,
et des puissances qui en sont dotées, mais il n'y a qu'un seul cas, et dans lequel il faut vérifier que ça peut marcher, et que ça joue suffisamment, et qu'il y a bien suffisamment de cohérence, c'est ce que tu évoquais en citant Guéhenno sur les États baltes, sur le fonctionnement de cette alliance nucléaire et de sa perception par le reste du monde. Voilà, et après, je laisse la salle t'interroger. Merci beaucoup, cher Louis. Notre débat, peut-être qu'on pourrait faire ça la prochaine fois, sous forme de débat. Notre débat pourrait durer des heures. Je vais essayer de me limiter à quelques arguments simples. Je précise à l'attention de l'assistance que nous ne préparons pas ces conférences. Je n'ai aucune idée de ce que va me dire Louis. Et malgré notre complicité apparente, les invités ne sont pas... Réelle. Et réelle. Apparente et réelle. Comme disait OSS 117, le troisième âge, à propos du troisième âge nucléaire, je connais cette théorie. Sans vouloir contester la pertinence de rupture ou de tournant dans l'ère nucléaire, l'idée d'un troisième âge, c'est comme l'idée d'un deuxième âge. J'ai vu ça pas mal de fois. Je ne suis pas encore convaincu. On a toujours l'impression de vivre des tournants. Je ne suis pas encore convaincu par la pertinence de la distinction en âge nucléaire. Et là, évidemment, je te renvoie bien sûr Raymond Aron avec ce qu'il appelait l'illusion rétrospective de la stabilité. Non, la guerre froide n'était pas stable, mais je sais que tu n'as pas dit cela, mais je dis ça à l'attention de l'assistance. Surtout, ne reconstruisons pas de manière artificielle une image de la guerre froide qui n'a rien à voir avec la manière dont elle était perçue à l'époque. Non, la guerre froide n'était absolument pas perçue comme stable, et l'équilibre dit de la stabilité existait beaucoup plus dans les écrits des théoriciens que dans la tête des dirigeants. En revanche, pour aller dans ton sens, moi je pense, appelons ça le troisième, le quatrième ou le deuxième, peu importe, mais on est un peu dans une situation qui ressemble à celle des années 60. Il n'y a pas d'arms control, on s'inquiète de la montée en puissance de la Chine et on craint une prolifération plus importante ailleurs. Ce sentiment d'instabilité, il me rappelle un petit peu, peut-être, c'est en tout cas une hypothèse à tester avec des historiens de la guerre froide, ça rappelle un peu les années 1960. Tu poses une question que je n'ai fait qu'effleurer, mais qui est importante. À quel moment est-ce que le souvenir d'Hiroshima et de Nagasaki s'estompe? Je n'ai pas la réponse. Ce que je constate en revanche, c'est qu'il y a eu en France, mais pas seulement en France, une transmission générationnelle. Après Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy est le premier président français qui n'a pas connu directement la Seconde Guerre mondiale. Et donc pour lequel la dissuasion nucléaire, c'est pas jamais plus 1940. C'était un peu l'héritage de la 4e République. La dissuasion, c'est d'abord et avant tout jamais plus 1940. Et c'était intéressant de voir que Nicolas Sarkozy a endossé cet héritage, François Hollande aussi, tu le sais bien, et a fortiori Emmanuel Macron. Est-ce qu'il l'intègre avec tout le poids historique des événements de 1945? Je ne sais pas. Est-ce que c'est théorique pour eux ou est-ce que c'est véritablement intégré? Je ne sais pas. Tu m'as fait l'amabilité de citer un ouvrage que j'ai écrit avec Jean Guinel qui s'appelle « Le président et la bombe », où on parle beaucoup du choc qui est ressenti par un président qui prend ses fonctions au premier jour de son mandat, quand on lui fait le briefing solennel en salle Jupiter sur « Voilà, Monsieur le Président, vos forces nucléaires, voilà où elles sont, voilà ce qu'elles peuvent faire, voilà les effets ». Ça, il paraît que ça pose, on dit. Voilà. Les témoins directs de l'entretien le disent. Mais la question, on va la laisser ouverte à ce stade, elle est fondamentale. Qu'est-ce qui se passe, surtout pour des responsables politiques qui ne font plus les exercices de mise en situation comme on faisait parfois au temps de la guerre froide? Un président américain ne fait plus le jeu de guerre, entre guillemets, ou plutôt le scénario dans lequel on dit « Monsieur le Président, les soviétiques viennent de tirer 50 missiles nucléaires, vous avez 7 minutes 30 pour décider ». Ça ne se fait plus. Je pense que ça devrait se faire d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. À propos des doctrines, là, je ne suis pas sûr de partager ton sentiment. Là encore, méfions-nous de la clarté rétrospective.
les doctrines de la guerre froide n'étaient pas aussi simples que cela. Les armes qui nous paraissent exotiques aujourd'hui ne sont pas des armes basées sur des nouveaux phénomènes physiques qui changeraient la perception de ce qu'est l'effet d'une arme nucléaire. Elles pourraient changer, évidemment, si la Russie met 25 torpilles nucléaires le long de la côte ouest, sans que personne s'en aperçoive. Ça change l'équilibre stratégique, c'est vrai, mais je crois qu'il faut différencier cela de ce qu'on appelle les armes basées sur d'autres principes physiques. Sur les conflits en ambiance nucléaire, d'abord, tu as cité la phrase de François Mitterrand en 1991, elle est importante. Je crois que la phrase exacte, c'est ni armes nucléaires, ni chimiques, ni biologiques, je m'y engage, quelque chose comme ça. Mais c'est toi qui as écrit le livre de référence sur le sujet, mais je crois que la citation, c'est ça. Et moi, mon hypothèse sur ce que fait Emmanuel Macron à la rentrée, c'est qu'il fait son François Mitterrand. Il veut rassurer les Français sur le fait que, voilà, on n'est pas dans quelque chose qui peut déraper aux extrêmes. Alors, il y en a eu d'autres quand même, des conflits sous ambiance nucléaire. Le conflit de 99 est déjà entre l'Inde et le Pakistan un conflit en ambiance nucléaire où l'arme nucléaire est très très présente dans les réflexions des Indiens et des Pakistanais. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas vu depuis la guerre froide une grande guerre classique, et tu as raison de le dire, une grande guerre classique qui très clairement manifeste une dimension nucléaire explicite, qui d'ailleurs, je m'empresse de le préciser, même si ça a déjà été dit, qu'elle est beaucoup plus explicite dans le discours. Elle est d'abord très explicite au point d'être incandescente, cette rhétorique nucléaire, dans les interventions des journalistes et des commentateurs russes. Elle est présente de manière beaucoup plus froide dans le discours des quelques responsables russes autorisés à en parler. Elle est absolument absente des mouvements de force nucléaire russe, dans la posture nucléaire russe. Il n'y a pas de changement de la posture nucléaire russe. Donc les messages, c'est trois messages différents. Et je pense, et je ne suis pas connu pour être un agneau vis-à-vis de Vladimir Poutine. En tout cas, je considère parfois que je suis partie des faucons, paraît-il. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais en tout cas, je pense qu'il, lui, personnellement, est resté responsable. Et je peux faire la démonstration, si nécessaire. Enfin, en tout cas, je peux appuyer ma thèse par des points très concrets. Je pense que le discours et l'attitude de Vladimir Poutine dans le domaine de la dissuasion nucléaire est resté dans la zone du responsable. Il y a beaucoup d'irresponsabilité et bien pire ailleurs, mais dans ce domaine-là, il n'a jamais dérapé. Ça ne veut pas dire que les commentaires des Solovyov ou des Simonian à la télévision russe sur Russia One, sur Russie 1, n'a pas de conséquences politiques. Mais en tout cas, le comportement de Poutine est resté, Dieu merci, plutôt... Alors, je dis Dieu merci, il y avait une autre explication. Je fais une petite note de bas de page. Autre explication à l'absence d'emploi de l'arme nucléaire, c'est l'explication de Jean-Paul II. C'est la divine providence. Je cite les mots de Jean-Paul II, qui remercie la divine providence d'avoir empêché un conflit nucléaire mondial. Je ne suis pas entré dans cette hypothèse, je n'ai ni la capacité ni le souhait de discuter cette hypothèse. Un dernier point sur lequel, là, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec toi. Je crois au contraire qu'on est plutôt dans une phase d'élargissement des parapluies nucléaires. Celui de l'OTAN s'élargit, 30 membres, peut-être 32 qui sont déjà couverts par la garantie américaine. Au sein de l'Union européenne, la France marque plus clairement que ça a été le cas par le passé, que ses intérêts vitaux sont désormais européens. Du côté de l'Asie, l'Amérique, depuis 2009-2010, a entrepris de consolider très fortement sa garantie nucléaire à Tokyo et à Séoul. Et enfin, Vladimir Poutine a fait mine, je dis bien a fait mine, d'engager une forme de partage nucléaire avec la Biélorussie. Je ne sais pas si c'était très sérieux, mais en tout cas, il a fait mine de le faire. Donc là, je crois que ton assertion est un petit peu fragile. Oui. Non, tu as raison si tu la décomposes comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'alliance nucléaire, elle n'existe qu'autour des États-Unis. Elle n'existe ni autour de la Chine réellement, ni autour de la Russie réellement, ni autour de l'Inde, ni autour du Pakistan. Et la France n'a pas produit une alliance nucléaire. Elle a fait des propositions. Elle considère que sa doctrine, son armement nucléaire consolide la doctrine de l'alliance, mais elle ne prétend pas articuler autour d'elle une alliance nucléaire. Donc il y a quand même une interrogation sur cette alliance autour des États-Unis et leur capacité à assurer cette garantie nucléaire partout, en tout temps, en tout lieu. Tout à fait. C'est ce que je voulais dire. Mal. Alors, les questions des étudiants d'abord et ensuite du reste de la salle. Monsieur.
Si, si, allez-y, mais il n'y a pas de micro? Ah, il n'y a pas de micro. Ah bah, parlez très fort, présentez-vous. Bon. Ah bah, Ça marche? allez-y, Non. allez-y. Bon, déjà, merci beaucoup pour votre présentation. Ah, pour Internet, d'accord. Bon, bah. C'est pas... D'accord, déjà, merci beaucoup pour votre présentation qui était très intéressante. Mais j'aimerais revenir un peu sur un point qui a été évoqué lors de votre échange tous les deux, qui était est-ce qu'on perd le lien qu'on avait avec les chocs de la Seconde Guerre mondiale? Et notamment, moi, j'ai une théorie qui est plutôt liée à ça, mais qui est... en fait, toutes les générations qui ont vécu ou qui étaient proches de la Seconde Guerre mondiale en ont tiré une sorte de dignité et un peu de volonté de paix que j'ai l'impression qu'on perd un peu aujourd'hui. On voit avec une montée du populisme, du nationalisme partout à travers le monde, donc en Europe, en Chine, Xi Jinping nationalise encore plus l'opinion chinoise, pareil avec Modi en Inde. Donc on retrouve un peu des facteurs qui nous ont entraînés dans les guerres de 14-18 et 39-45. Et du coup, ma première partie de la question, c'est est-ce que du coup, la grande paix... on pourrait dire deux questions, mais c'est une première partie de ma voilà, question. Première question, combien, oui. Qui en comporte combien? Il n'y en aura que deux normalement. Bon, alors allez-y. C'est est-ce que du coup, la grande paix qu'on a eue depuis 1945 n'est pas liée à toutes les volontés de paix qui ont été faites depuis 1945 et du coup, par rapport au traumatisme qui était la Seconde Guerre mondiale? Et si c'est le cas, est-ce que du coup la montée du nationalisme et du populisme qu'on peut voir aujourd'hui n'entraînerait pas du coup une hausse des risques dans un futur plus ou moins proche d'une guerre atomique? Merci beaucoup. Je prends d'autres questions. Devant, monsieur. Oui, allez-y alors. Et puis ensuite, il y a là. Alors, c'est une question d'Internet. Puissance moyenne, faisant partie d'une alliance durable, la France et le Royaume-Uni en ont-elles pour leur argent en consacrant une portion significative de leur effort de défense au nucléaire? C'est environ 7 milliards par an à l'horizon après 2025-2026. Monsieur. Oui, mais ça permet d'enregistrer pour les internautes. Donc vous parlez fort pour la salle et pour l'internaute dans le micro. Si le nucléaire militaire a contribué à la paix, l'exemple ukrainien montre que le nucléaire civil participe de la guerre. Et à ce titre, anticipez-vous que la prolifération de réacteurs en Europe de l'Est et bientôt en Afrique, donc juste pour sourcer, il y a un tiers des candidats à l'énergie nucléaire sont africains selon l'AIEA, anticipez-vous ce fait et pensez-vous que cela puisse poser un risque nucléaire majeur? Merci. Oui, merci. Alors, sur votre question, monsieur, en fait, vous reformulez un argument que j'ai déjà utilisé tout à l'heure. C'est ce que j'ai appelé l'explication constructiviste. D'abord, c'est vrai que dans tous les cas de figure, l'évolution naturelle, l'évolution biologique fait qu'on perd la mémoire physique des tragédies du XXe siècle. Moi, j'appartiens encore à une génération qui a entendu de sa grand-mère le souvenir, grand-mère était très âgée, le souvenir de la Première Guerre mondiale. Et je peux vous dire que c'est intéressant parce que je me souviens qu'elle disait que après la guerre, la deuxième, parce qu'elle a connu les deux, elle parlait des Allemands, pardon pour nos amis allemands, en disant les Boches. Elle fait partie de cette génération qui a eu du mal, qui était difficile pour elle de faire la paix avec l'Allemagne. Le geste magnifique du général de Gaulle et du chancelier Adenauer n'en a que plus de valeur parce qu'ils ont dû surmonter tout ceci. Et bon, je ne vais pas reprendre mon argument de tout à l'heure, mais si c'était vrai, alors il n'y aurait pas eu ce sentiment de ne pas vouloir refaire ça et pas de pacifisme après 1870, il n'y aurait pas eu ça en 1914. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est que la tragédie, je ne vais pas dire à toute chose malheur est bon, mais à quelque chose malheur est bon, la guerre en Ukraine, c'est une sorte de piqûre de rappel pour nous. Non pas que la France soit menacée d'un conflit du type ukrainien, absolument pas, mais cette idée selon laquelle la grande guerre classique avec son cortège d'horreur peut revenir, même en Europe,
à quelques étapes du Tour de France, je ne sais pas combien d'étapes, De Gaulle disait 2 étapes pour l'Allemagne de l'Est, mais là je n'ai pas calculé le nombre d'étapes pour l'Ukraine, mais ça serait intéressant de le faire. C'est une piqûre de rappel tragique, et donc on peut espérer qu'elle aura un effet salutaire aussi dans les mentalités européennes et occidentales, et évidemment au-delà. Est-ce qu'on en a pour notre argent avec la force nucléaire? Alors, bon, on dit parfois que la santé n'a pas de prix. On peut dire la paix non plus. Mais comme la santé a un coût, la paix a un coût aussi. Moi, je ne peux pas répondre comme ça à cette question. Ce que je peux dire, en revanche, c'est qu'on ne peut pas mesurer les coûts et les avantages de la possession d'une force nucléaire indépendante seulement à l'aune de la paix qu'elle est censée produire ou pas. C'est-à-dire qu'on dit souvent, et c'est une bonne formule, que la dissuasion nucléaire en France a tiré vers le haut et continue de tirer vers le haut l'ensemble de notre outil de défense, y compris dans des dimensions électroniques, enfin tout un tas de choses absolument passionnantes. La dualité d'un certain nombre de matériel est réelle, et que je crois que la France n'aurait pas aujourd'hui la même armée, elle n'aurait pas une armée aussi performante. Enfin, je parle essentiellement de la marine et de l'armée de l'air, mais pas seulement. Nous n'aurions pas les mêmes capacités en l'absence de dissuasion nucléaire. Pour avoir participé, et Louis aussi, à des exercices où on se disait « Ah, mais si on commence à réduire tel ou tel parc de matériel, le problème, c'est qu'on n'en aura plus pour la dissuasion. » Et donc, ça sert pour la dissuasion, mais aussi pour la défense. Cet argument est réel. Donc, je ne vais pas me lancer dans un long exercice de comparaison des coûts et des bénéfices, mais simplement pour dire que quand on fait cet exercice, il ne faut pas simplement parler des coûts immédiats et des avantages supposés en matière de sécurité et de paix. Dernière question sur la prolifération des réacteurs. Alors là, je vais vous décevoir, mais d'abord, je ne suis pas un expert du nucléaire civil. En revanche, je peux vous dire, parce que je connais suffisamment de choses sur la technologie nucléaire, que les réacteurs électronucléaires ne créent pas de risque de prolifération. Les réacteurs à eau légère ne créent pas de risque de prolifération. Qu'il y ait un risque radiologique, ce qu'on appelle le risque radiologique, c'est-à-dire que si on tape sur telle ou telle installation ou centre de stockage mal protégé, c'est autre chose. Mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet parce que ce n'est pas un sujet de dissuasion nucléaire, c'est vraiment complètement un autre sujet. Alors, d'autres questions? Monsieur là-bas, Nicole Niesotto ensuite. Allez-y, monsieur, levez-vous. Bonjour. Pensez-vous qu'en termes purement techniques, la France a-t-elle une crédibilité suffisante à l'Est pour assurer une dissuasion nucléaire européenne, outrepassant les sorties d'Emmanuel Macron qui ont été plutôt mal pris à l'Est de l'Europe? Merci. Donc, on ne vous entendait pas très bien, mais c'était est-ce que la posture française était crédible, notamment à l'Est, et en référence aux déclarations du président de la République sur la non-couverture de la région par la dissuasion française? Madame Niesotto, ensuite il y a Madame. Mais moi, je voudrais, si c'est possible, raconter une histoire et poser une question. Pour qu'on t'entende bien, parce que c'est en hommage à Pierre Asner, qui n'a pas été mon directeur de thèse, mais qui m'a appris beaucoup de choses et qui était un ami, et qui m'a notamment fait comprendre la subtilité de la dissuasion nucléaire en me racontant une histoire que je voudrais raconter aux étudiants qui pourront eux-mêmes après la perpétuer éternellement. C'est l'histoire, si tu permets, Louis, elle est un tout petit peu longue. Tout petit peu. C'est l'histoire d'un trappeur. Parle fort. C'est l'histoire d'un trappeur canadien qui part dans le Grand Nord pour l'hiver. Et il s'installe, et là, on est au mois d'octobre, novembre, il commence à faire froid, il se dit, je vais aller demander à l'Indien du coin s'il pense que l'hiver va être rude. Donc il trouve le chef indien et il lui demande, est-ce que l'hiver va être rude cette année? Le chef indien lui dit, oh, oui, peut-être, oui, sans doute. Donc il revient à sa cabane et il commence à couper un quart de la forêt pour se faire une bonne réserve de bois. Et puis le froid s'accumule, il retourne voir l'Indien et l'Indien lui dit, ah mais oui, cette année l'hiver va être beaucoup plus rude que d'habitude. Bon, dit-il, il retourne dans sa cabane et il détruit l'autre moitié de la forêt plus une autre de façon à avoir une immense réserve de bois. Et il retourne au mois de décembre voir le chef indien qui lui dit oh, « Cette année, l'hiver va être, mais alors, d'une froidure exceptionnelle. On n'a jamais vu ça. » Alors, il est quand même tout à fait étonné. Il lui dit « Mais enfin, comment vous savez que l'hiver va être si rude ?» Et le chef indien lui répond « Mais nous avons une vieille légende qui dit que quand homme blanc coupait beaucoup de bois, l'hiver va être très très rude. » Et c'est ça la dissuasion nucléaire. En tout cas, c'est comme ça.
Ta question ? Alors, ma question. Ma question concerne l'évolution de la doctrine de l'Alliance Atlantique et éventuellement de la France. Jusqu'à maintenant, nous avions dans l'Alliance une doctrine nucléaire qui était faite et articulée pour compenser l'infériorité conventionnelle des forces armées de l'Alliance par rapport aux forces armées russes conventionnelles qui étaient censées être énormes et puissantes. Nous n'avions pas grand-chose, donc nous avions le nucléaire et ça équilibrait. Or, aujourd'hui, c'est l'inverse. Nous avons une armée russe qui est sur le plan conventionnel parfaitement nulle et nous avons des forces américaines et atlantiques très fortes sur le plan conventionnel. Et donc, ce renversement ne renverse-t-il pas la doctrine nucléaire de l'Alliance? Est-ce que l'Alliance et la France ne s'orientent-elles pas vers la possibilité de guerre classique à l'abri de la dissuasion nucléaire, alors que jusqu'à maintenant c'était l'inverse, la dissuasion nucléaire nous protégeait de guerre classique. Merci. Merci Nicole, madame, mademoiselle, là, juste là. Et parlez fort. Bonsoir. Une question de prolifération nucléaire également. Est-ce que la prolifération de sous-marins à propulsion nucléaire à cet égard est inquiétante, et notamment dans le cadre du contrat de l'Australie? Merci. Tu réponds? Oui. Monsieur posait, je reprends la question parce qu'elle était brève, mais ce n'était pas très, très audible. Monsieur pose la question de savoir si la France dispose de la crédibilité technique nécessaire pour protéger nucléairement l'Europe. Bon, voilà. Alors, je pense que ce n'est pas une question de crédibilité technique. Je pense que la question de la crédibilité technique est moins importante que la crédibilité politique. Certains disent la force nucléaire française est trop petite, entre guillemets, pour protéger l'Europe. Je crois qu'on est dans un domaine dans lequel, je ne vais pas dire que la taille ne compte pas, mais ce n'est pas parce que le territoire européen est beaucoup plus grand que le territoire français qu'on ne peut pas protéger avec le même nombre d'armes. Je ne vais pas rentrer dans un raisonnement qui m'entraînerait loin, mais nous n'en sommes plus à la logique de dissuasion très ancienne que la France a connue longtemps, selon laquelle, pour dissuader efficacement, il faut pouvoir détruire l'équivalent de l'enjeu que vous représentez, et donc il faut pouvoir détruire l'équivalent du territoire français. Je simplifie à outrance. Mais je pense que même avec alors il n'y a plus de chiffres officiels, mais on va dire quelques 300 armes nucléaires, on peut très bien avoir une forme de garantie à l'ensemble de l'Europe. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est, j'en reviens à mon propos initial, est-ce que du point de vue de la Russie, la France pourrait être, à supposer qu'elle veuille le faire, le garant nucléaire de l'Europe si d'aventure les États-Unis ne jouaient plus ce rôle-là? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes une sorte d'assurance complémentaire. Hein. On est la mutuelle santé de l'Alliance Atlantique, si vous voulez. Non, mais la comparaison n'est pas seulement pour amuser. Il y a quelque chose, à mon sens, de cela. Donc, je pense que fondamentalement, ce serait plus un problème politique qu'un problème de matériel et de nombre d'armes. Sur l'évolution de l'Alliance. Alors, oui, vas-y. Sur les déclarations du président de la République. Je peux revenir sur les déclarations d'Emmanuel Macron, puisque je les ai largement commentées avec un peu d'acide. Et certaines oreilles, me dit-on, ont un peu souffert. Je suis d'autant plus à l'aise pour le faire que je trouvais que sur ce point... Alors, que dit Emmanuel Macron? D'abord, pourquoi il le dit? Il dit, bon, s'il y a une arme nucléaire qui explose en Ukraine ou dans sa région, bien sûr que nous n'allons pas riposter. Pourquoi il le dit? Pour un motif parfaitement légitime. Nous sommes à un grand moment d'inquiétude et le rôle d'un président, c'est aussi de rassurer ses concitoyens. Ça me paraît tout à fait normal. Le problème, c'est que, il improvise son langage dans un domaine où on n'est pas censé improviser, ou alors on donne le sentiment à des adversaires futurs qu'on ne sait pas trop de quoi on parle. Le deuxième problème, c'est qu'il dit l'Ukraine est sa région. Ah, la Pologne, c'est pas la région de l'Ukraine? Si. Et vous n'avez pas dit en février 2020 que les intérêts vitaux de la France étaient désormais européens? Si. Et il n'y a pas un problème? Non, vous n'avez pas compris. Bon, je simplifie un dialogue imaginaire que je n'ai évidemment pas eu avec le président. Mais honnêtement, c'était contre-productif à mon sens pour son agenda européen, et surtout, ça a été perçu comme tel par des pays qui, déjà, ne nous tenaient pas en très haute estime à ce moment-là.
Voilà. Alors, la question de savoir, j'en discutais avec Nicole, je ne révélerai pas les termes de notre conversation, chère Nicole, mais on peut se poser la question de savoir si, dans le discours du président, il n'y a pas une sorte de séparation entre ce qu'il dit ad extra et ce qu'il dit ad intra. Il parle peut-être à Munich pour l'Europe, le monde, et il parle peut-être aux journalistes français pour la France. Je ne sais pas. En tout cas, mais là, il y avait un vrai sujet. Donc, voilà ce que je peux dire sur... Et je pense que les propos du président ont été clarifiés très clairement dans son intervention suivante. Fermez le banc, voilà. Fermez le banc, il n'y a pas de sujet. Alors, sur la question de Nicole, oui, écoute, moi, je pense qu'un des premiers actes, de mes premiers actes d'analyste, justement, professionnel, c'est littéralement en 1991, je travaille depuis 3 mois à peu près à Bruxelles, et où j'émets l'hypothèse selon laquelle on va être dans une situation inverse de la guerre froide. La Russie va se reposer beaucoup plus sur son nucléaire pour compenser sa future infériorité conventionnelle, alors que l'OTAN n'en a plus besoin. C'est effectivement un peu ce qui s'est passé dans les années 90. Je pense que ce qui se passe ensuite... Et alors, la France, et tu le sais bien, puisque tu as participé à beaucoup de travaux de cette époque-là, la France, dès 1994, dit dans son livre blanc, désormais, le rôle des armes nucléaires et des armes conventionnelles est inversé. Pour nous, l'arme nucléaire, c'est plus pour compenser une faiblesse conventionnelle, c'est pour nous assurer notre liberté d'action. Petite parenthèse, je n'ai pas du tout évoqué le rôle fondamental d'affichage d'une indépendance totale pour notre survie vis-à-vis des États-Unis, quand même une fonction centrale encore aujourd'hui de la possession par la France d'une capacité conventionnelle. Mais pour l'Alliance, c'est vrai que c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire ce n'est plus du tout quelque chose pour compenser l'infériorité conventionnelle. Et donc les armes nucléaires de l'OTAN, ça devient un peu le symbole du mariage nucléaire transatlantique, le symbole du partage du fardeau. Vous voulez qu'on vous protège, eh bien, acceptez des armes nucléaires sur votre sol, etc. Participez, ayez des responsabilités nucléaires, vous, Allemands, Italiens, Turcs, Belges et Néerlandais. Et donc, voilà, vous participez à ce ciment de l'unité transatlantique, donc un rôle politique. Et puis un rôle stratégique un peu plus vague, qui est de dire, si jamais un adversaire, la Russie peut-être un autre un jour, faisait mine de vouloir employer les armes nucléaires, nous, on contre-dissuade, donc c'est la contre-dissuasion que j'évoquais tout à l'heure, c'est un peu le rôle qui est celui des années 2000 et 2010. Et je me demande, mais là je rebondis sur ta question pour émettre une hypothèse, qui est la suivante. Si la Russie devait être durablement affaiblie dans son potentiel militaire classique dans les années qui viennent, ce qui n'est pas encore évident, mais dans cette hypothèse-là, peut-être que la Russie devrait en revenir à ce qui était sa posture des années 1990. Voilà. Mais en tout cas, cette idée fondatrice pour l'Alliance Atlantique selon laquelle le nucléaire, ça a été développé dans l'OTAN, pas aux États-Unis, mais dans l'OTAN pour compenser une infériorité conventionnelle réelle ou supposée, c'est vrai que c'était quelque chose qui disparaît totalement à la fin de la guerre froide. Et qu'honnêtement, on a un peu du mal à revoir... je ne vois pas trop dans quelles circonstances ça ressurgirait aujourd'hui. Voilà. J'ai noté de rappeler quelque chose qui est important à mon sens dans l'aspect politique et même psychologique de la dissuasion nucléaire. Quelqu'un de très bien informé en Israël me disait un jour, tu sais, pour nous, c'est une bonne couverture chaude pour quand les nuits sont froides. Ça voulait dire, c'est une expression évidemment assez familière, mais ça voulait dire, pour nous, c'est l'assurance que notre activité normale dans un environnement extrêmement dangereux et conflictuel peut continuer à exister et que notre existence en tant que nation ne sera plus jamais remise en cause. Donc ce n'est pas forcément un outil militaire, et d'ailleurs je pense que les Israéliens sont probablement le pays dans lequel il y a plus de restrictions mentales à l'utilisation du nucléaire, mais c'est un autre sujet. C'est quelque chose, c'est un impact psychologique qui a un coût, mais a-t-il un prix? Voilà. Mais c'est une vraie question sur le nucléaire. Est-ce que ça vaut la peine de dépenser aujourd'hui 6 milliards par an pour une couverture chaude? Alors, Nicole dit, je le dis parce que d'autres ne l'entendent pas forcément, c'est rien. Tu as raison et je suis plutôt enclin à penser la même chose.
Mais on peut comprendre aussi que tous nos concitoyens ne le voient pas immédiatement de la même manière. En tout cas, c'est un débat qui me semble toujours légitime. C'est 6 milliards par an. Oui, 6 milliards par an, pardon. Par an. Alors, les sous-marins, mademoiselle. Ah oui, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je ne voudrais pas du tout omettre cette question parce que c'est une question qui a souvent été posée à propos de l'accord dit AUKUS. Pour la première fois, un État nucléaire s'autorise à vendre des sous-marins, non pas lanceurs d'engins nucléaires, mais avec une propulsion nucléaire, donc avec un réacteur nucléaire. Est-ce que c'est proliférant? Non, ce n'est pas vraiment proliférant, parce qu'il y a des... Dans l'hypothèse extrême où on verrait un pays qui veut absolument se doter de la bombe et qui a acheté des sous-marins nucléaires d'attaque avec ce réacteur nucléaire, aller chercher, et c'est compliqué, le combustible à l'intérieur, il y a des moyens beaucoup plus simples. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là maintenant, mais c'est un débat compliqué, mais il y a des moyens beaucoup plus discrets, moins coûteux et plus simples de se doter de l'arme nucléaire. Donc honnêtement, il y a plein de choses à dire sur l'accord AUKUS. On peut regretter que ce tabou ait été brisé sur le papier, en tout cas, parce que dans les faits, attendons de voir. Hein. Bon, les sous-marins, à mon avis, les sous-marins nucléaires, ils n'en auront pas, les Australiens, mais ça, c'est un autre sujet. On peut regretter que ce tabou ait été brisé, car jusqu'à présent, aucun pays non nucléaire n'a de sous-marin à propulsion nucléaire. C'est un vieux débat, c'est une sorte de coïncidence entre la propulsion et les armes, mais il n'y a pas d'effet de causalité dans ce sens-là. Si vous avez fait des armes, c'est plus facile. Si vous avez un complexe nucléaire, c'est plus facile de faire de la propulsion. Et puis vous rentabilisez les réacteurs. Bon. Si vous avez des réacteurs, non, ça ne vous donne pas des armes. Je simplifie à l'excès. Alors, Monsieur Verret, il y a peut-être Monsieur là-haut, puis on reviendra vers toi. Bon, alors non, tu as le micro. Je vous ai vu, Monsieur. D'autres questions? Et Madame, là-bas. Alors. Oui, merci pour la démonstration. Pas, Denis. Merci beaucoup pour la démonstration remarquable. Est-ce qu'elle reste la même s'il n'y a pas simplement 9 pays dotés, mais un 10e, l'Iran, et tout ce qui s'ensuit? Question sur l'Iran. Alors, il y avait Monsieur là-haut et ensuite Madame. Bruno reformulera la question pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Monsieur. Du ministère des Armées. Deux questions courtes. On le fait tout le temps. Une première question sur l'élargissement des parapluies, que ce soit le parapluie nucléaire américain via l'OTAN ou la déclaration du président de la République en février 2020 sur les intérêts stratégiques élargis à l'Union européenne. Ces élargissements, n'est-ce pas affaiblir la crédibilité de la dissuasion? Et une deuxième question, en investissant insuffisamment dans les forces terrestres, ne prend-on pas le risque d'un contournement de la dissuasion par des stratégies indirectes, et je pense au général Boffre, ou bien, en cas de conflit majeur, ne se prive-t-on pas d'une capacité de manœuvre permettant de retarder la montée aux extrêmes? Merci beaucoup. Alors j'avais vu une question, là, Madame. Rapprochez, voilà, prenez le micro pour Internet. Merci, bonsoir Bruno, merci pour ton exposé brillant. Je m'excuse, je vais tomber à côté, tu sais que ta discipline n'est pas la mienne. Si j'ai bien compris, tu as commencé d'un point de vue méthodologique par essayer d'évaluer l'efficacité de la dissuasion nucléaire par ce qu'on appelle en philosophie un raisonnement contrefactuel, donc les mondes possibles et quelle vérité en tirer sur le sujet qui nous occupe. Je voudrais signaler cet article de Jean-Pierre Dupuy, qui est un philosophe de la grande rationalité, qu'il a écrit en 2017. Il mentionne que le contexte, c'est Donald Trump à l'époque et que la stupeur, enfin, on n'est pas encore à la stupeur, on est dans la crainte à ce moment-là de la guerre nucléaire et dans un contexte théorique du MAD, hein, et pas de l'escalade, c'est la condition rhétorique de sa réflexion. Et il cite, tu sais, ce passage de Bergson dans Les deux sources de la morale et de la religion à propos de la guerre de 14, où Bergson dit à la fois il y a la stupeur de l'entrée en guerre que nous avons tous ressentie et en même temps une espèce d'incroyable facilité avec laquelle la catastrophe est devenue
possible. Et je crois que, alors, c'est décuplé avec les médias aujourd'hui, mais je pense que c'est ce qu'on a tous ressenti il y a un an devant l'entrée en guerre, en tout cas l'invasion de la Russie, presque tous. Et donc, bon, je ne vais pas refaire tout le raisonnement de Jean-Pierre Dupuy, c'est une métaphysique du projet, il appelle ça la métaphysique du projet, mais par ce raisonnement, il arrive à démontrer quelque part que dans la réflexion sur la dissuasion nucléaire, il y a une tension de croyance qui est métaphysique, hein, c'est-à-dire on n'est pas simplement dans l'ère de la croyance psychologique. Donc il montre l'importance de ce paramètre dans la réflexion sur la dissuasion. Et toi-même, dans ton exposé, il me semble qu'à bien des moments, tu as démontré que c'était plus une affaire de communication, d'intersubjectivité que de réelle rationalité. Alors, plutôt que de poser la question de savoir à partir des mondes possibles si la dissuasion est efficace, est-ce que tu ne crois pas qu'il faudrait se poser la question des conditions de possibilité de son efficacité, puisqu'il me semble qu'on ne trouvera pas dans le contrefactuel de réponse à cette question, et si l'on est bien dans le registre de l'intersubjectivité, est-ce que tu crois vraiment que, je suis désolée d'être aussi pessimiste, qu'on puisse établir de telles conditions de possibilité, puisqu'on est dans le registre de l'intersubjectivité communicationnelle. Je te remercie. Désolée, c'était un peu long. Merci beaucoup. Belle question. Belle question. Mais c'est vrai que le seul problème de Dupuy, c'est l'essentialisation de ces notions. Bon, moi je m'arrête là pour ne pas ouvrir un débat philosophique. Je serais ravi de nourrir. Sur le premier point, bon, je me demande à quel point il y a vraiment des effets de seuil. À partir du moment où il y a un troisième acteur nucléaire, on va dire que la dissuasion va être plus compliquée. Quand on a eu 5, ça dit ça va être encore plus compliqué. Aujourd'hui, il y en a 9, c'est censé être encore plus compliqué. Je ne sais pas si c'est aussi évident. Je disais tout à l'heure que finalement, la dissuasion a bien résisté à un monde passé de 2 à 9. Alors, évidemment, on peut dire que c'est un argument extrêmement classique, mais dans ce cas-là, pourquoi pas en avoir 193 ? Vieux débat, qu'il n'est pas possible de trancher autrement qu'en disant à un moment, on a gelé artificiellement le nombre d'États nucléaires par une norme internationale à laquelle la plupart des pays du monde ont souscrit, mais pas seulement par bonté d'âme, mais tout simplement parce qu'ils ont, et ça c'est très intéressant du point de vue de la théorie des choix collectifs, ils ne voulaient pas que le voisin en ait. Et donc, ils ont fait le pari de la non-prolifération en se disant ça donne une meilleure chance pour que le voisin n'en ait pas. Bref, est-ce que la dissuasion est plus difficile à 10 qu'elle l'était à 5 ? Non, je ne vois pas de raison de le penser. La question de l'Iran, c'est plutôt de savoir si... C'est une vieille question, ça fait déjà bientôt 20 ans qu'on en parle. Hein. Autrement dit, que c'est une crise à mèche très très lente. Mais c'est vrai aussi qu'on a retrouvé des particules d'uranium enrichies à 84% en Iran la semaine dernière. Bon. Mais c'est une crise à mèche très lente. Est-ce que l'Iran, qui se doterait effectivement d'une arme nucléaire, pas seulement d'un discours capacitaire, ça changerait la donne ? Ça changerait la donne, oui, parce qu'il serait obligé, là pour le coup, d'exposer à ce moment-là, pour le traité de non-prolifération, le roi est nu. Parce que, évidemment, un pays qui a juré respecter parfaitement ce traité pendant des décennies, qui subitement dit « vous savez quoi ?» En fait, ce n'était pas vrai. Bon, ça compliquerait un peu les choses. Est-ce qu'un Iran nucléaire serait impossible à dissuader ? Non, pas du tout. Mais ce n'est pas le sujet. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans de manière très durable, simplement, enfin, je ne veux pas être trop long, mais simplement pour dire, sur le papier, je ne vois pas de raison de penser qu'un monde à 10 États nucléaires, à condition qu'il soit à peu près responsable, soit plus compliqué qu'un monde à 9 États nucléaires. Il y a quand même un calcul probabiliste et il y a le risque accidentel. Alors, le risque accidentel... Et je finis... Mais on peut en parler des heures. Et par ailleurs, il y a quand même une accumulation des acteurs nucléaires dans la même zone. Inde, Pakistan, Iran, Chine... Ouais. Non, mais si. Oui, et donc, est-ce que l'accumulation est avec des acteurs... Donc, les très grandes puissances, Russie, Chine, États-Unis, par la même occasion, mais tous les autres qui ont des intérêts régionaux et une contestation sur une hégémonie régionale. Donc, je dirais les échelles ne sont pas non plus les mêmes de la dissuasion pour tous ces acteurs. Tout à fait, mais je crois que le problème essentiel, et là on en vient tout doucement à des points évoqués par Laura May tout à l'heure, non, le problème il est métaphysique. C'est-à-dire qu'on a
un État de l'autre côté de la région qui considère que le premier, l'Iran, ne reconnaît pas sa légitimité à exister. Et qu'à partir de ce moment-là, si ce discours est exact, on entre dans une phase très profonde d'instabilité, je dirais, pas seulement nucléaire. Autrement dit, on peut, je n'ai pas traité ce point, mais on peut considérer que un adversaire qui ne reconnaît pas votre existence, votre légitimité à exister, comme la Russie ne respecte pas d'ailleurs la légitimité de l'Ukraine à exister, c'est un adversaire qui pose pour vous un risque tellement grave que la question nucléaire peut se poser très vite. Je dirais ça comme ça. Voilà. Mais je ne vais pas en dire plus, parce que sinon on peut être parti pour très très longtemps. Simplement pour dire encore une fois, mon point c'est de dire ce n'est pas un de plus qui changera tout, sauf pour la question de la non-prolifération. Est-ce que pour monsieur, est-ce que l'élargissement des alliances, ça affaiblit la crédibilité? Bonne question, mais je ne suis pas sûr que ça soit vrai, parce que depuis le début, les forces nucléaires américaines ou françaises ont eu un rôle plus grand que simplement la couverture du territoire national. On ne sait pas beaucoup, je suis sûr que vous, monsieur, le savez, mais beaucoup de gens ne le savent pas. De Gaulle dit en 1962 aux forces armées, dès que l'Allemagne ou le Benelux, dès que leurs territoires sont menacés, la France est menacée. Georges Pompidou, de manière beaucoup plus publique, quelques années plus tard, depuis à l'Assemblée nationale, dit la force nucléaire française protège l'Allemagne fédérale. Il le dit. On l'a complètement oublié, mais cette idée d'un sanctuaire français est une idée de théoricien qui n'a jamais été partagée par nos responsables politiques. La question de savoir si l'affaiblissement réel de notre potentiel terrestre pourrait risquer de nous contraindre à une situation dans laquelle on est obligé de recourir au nucléaire plus tôt, entre guillemets. En tout cas, on ne peut pas freiner le dispositif adverse. Pour moi, c'est une question vraiment d'un scénario de guerre froide. Je ne vois pas aujourd'hui le scénario dans lequel le problème de la guerre froide, qui était la manœuvre de freinage de la première armée et de la FATAC pour retarder autant que possible le moment ultime et surtout pour sonder l'adversaire sur ses intentions, ce qu'on appelait, vous le savez certainement, d'autres le savent, le sacrifice possible de la première armée. C'est un scénario que je ne vois pas reproductible aujourd'hui, si ce n'est dans un cadre collectif qui n'aurait rien à voir et très loin de nos frontières, face à une hypothétique menace conventionnelle russe reconstituée. Mais là, on est tellement loin dans le prospectif que je ne peux pas vraiment dire que je vois la situation dans laquelle l'argument théorique que vous posez très bien pourrait avoir une validité aujourd'hui. Enfin, Laura Maille, merci. D'abord, je rappelle que Laura Maille est quelqu'un avec... D'abord, elle est philosophe, je peux dire. Je ne suis pas philosophe, donc je vais être très modeste. Mais nous pouvons débattre parce que nous avons écrit ensemble. Enfin, j'ai contribué à un de ces papiers sur le prix Nobel de la paix il y a quelques mois, un excellent papier que nous avons fait ensemble. Si vous l'avez fait ensemble, oui. Dans l'excellent magazine Les Échos Week-end. Tout ceci pour dire que Jean-Pierre Dupuy, avec lequel j'ai eu des débats, parfois difficiles d'ailleurs à ce moment-là, parce que je considère que sa vision métaphysique s'appuie parfois sur des réalités stratégiques qui datent, pour le dire très clairement. Voilà. Et donc, je ne suis pas toujours convaincu. Par ailleurs, je me suis un peu brouillé avec lui parce que quand il m'a fait dire que je... Alors c'est important parce que philosophiquement c'est important. Bruno Tertrais affirme que Vladimir Poutine n'emploiera jamais l'arme nucléaire. Non, je n'ai jamais dit ça. Or, à partir du moment où on est dans un discours absolutiste, ce qui est le contraire de la dissuasion, le débat devient impossible. On est toujours dans des faibles probabilités, dans des interstices, dans des espaces. Et que, voilà, donc il posait notre débat dans des termes qu'il rendait impossible. Là où il a raison, et merci d'avoir rappelé ce point, c'est sur la stupeur de la catastrophe. Regardez notre stupeur à nous quand on voit des images, alors qu'on avait déjà vues en Yougoslavie, mais pas avec cette ampleur et pas aussi près du territoire national et pas avec une Russie, un État qui attaque un autre. C'est vrai, il y a quelque chose de la stupeur. Et je dois dire que là, je crois qu'il faut qu'on soit modeste parce que personne ne peut dire aujourd'hui comment les opinions occidentales et les autres et le reste du monde réagiraient à l'image d'un champignon nucléaire, d'une explosion nucléaire. Personne ne le sait. Et c'est pour ça que je suis très prudent sur les conséquences. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'on peut rétablir la dissuasion? Est-ce qu'elle est perdue? Ou au contraire, est-ce qu'on a tellement... La stupeur est tellement forte qu'on a de nouveau très peur
de la guerre nucléaire et que la dissuasion générale est rétablie. Je ne sais pas. En tout cas, tu parles de communication, tu as raison, et c'est pour ça que les conditions sont exigeantes. J'ai parlé tout à l'heure de l'apprentissage mutuel qui se fait essentiellement par la communication. La communication suppose que l'acteur d'en face soit réceptif. Mais est-ce que parfois les dirigeants politiques n'ont pas des filtres cognitifs tels qu'ils ne sont plus réceptifs à la communication? Est-ce qu'Emmanuel Macron est vraiment convaincu qu'il réussit à parler avec Vladimir Poutine, avec un dirigeant qui, pendant 2 ans, s'est littéralement isolé physiquement à cause du Covid et politiquement à cause de sa paranoïa? Donc la question de la communication est absolument centrale. Je vous invite, si vous voulez, si ces sujets ne vous sont pas familiers et que vous voulez vous initier de manière assez plaisante à la question de la communication sur la dissuasion en temps de crise, plus que les livres, les images sont belles, sont bien aussi. Le film 13 Days, 13 jours, inspiré des mémoires de Robert Kennedy, montre très bien cette question, cette question selon laquelle c'est la communication qui est centrale dans l'affaire. Voilà. Et il y a notamment ce dialogue entre McNamara et le chef de la marine de la Navy américaine, et qui lui parle de torpilles et d'actes de guerre. Et McNamara dit « Mais vous ne comprenez pas, c'est pas une torpille, là. C'est le président Kennedy qui est en train de parler au premier secrétaire Khrouchtchev. » Bref, tout ça, je ne peux qu'abonder dans ton sens. C'est pour ça aussi que la dissuasion est fragile, parce que c'est une question interpersonnelle, parce que c'est une question de communication, et parce que fondamentalement, déjà on pensait que ça pouvait être compliqué avec les soviétiques. On disait volontiers, dans les débats de la guerre froide, ces gens ne sont pas comme nous. Sont-ils vraiment européens? Ils ne seraient pas un petit peu asiatiques d'ailleurs? Jamais on n'arrivera à avoir un dialogue dissuasif efficace, a fortiori avec la Chine. Le dialogue sur la dissuasion nucléaire est extrêmement difficile entre l'Amérique et la Chine, et là encore, personne ne peut prévoir ce que serait exactement, dans une crise très grave, le comportement des 2 acteurs, même si, et c'est plutôt rassurant, chaque fois qu'il y a eu des crises moins graves, comme celle de 2001 au-dessus de l'île de Hainan, malgré les passions nationalistes qui commençaient à bouillir des 2 côtés, les dirigeants se sont montrés sages et responsables. Est-ce que ça sera toujours le cas? Je n'en suis pas sûr. Pardon de cette réponse un peu brouillonne, mais ce sont quelques éléments de réflexion sur tu as ouvert des pistes très larges, juste quelques éléments de réflexion, plutôt pour aller dans le sens de ce que je pense avoir compris être le cœur de ta question. Bruno, il y a une dernière question peut-être, et je te laisse conclure, ça te va? Alors, monsieur, parce que vous agitez le bras depuis longtemps, et je ne voudrais pas que vous ayez une crampe. Donc, merci bien. Je reviens sur les problèmes d'équilibre stratégique. Le problème, c'est de savoir si l'équilibre est stable ou pas stable. À 2, c'est déjà très difficile de connaître les forces de rappel et comment elles vont fonctionner. Effectivement, à plus de pays, à 10 voire plus, on n'a jamais vraiment étudié, j'ai jamais vu d'études sérieuses sur les forces de rappel de 9 pays dotés d'armes nucléaires. Et comme vous le disiez, à 2, c'est un jeu d'échecs. Après, c'est la roulette russe. La roulette russe, c'est pas vraiment avec des forces de rappel. Donc, quelles seraient les forces de rappel? Comment faut-il étudier l'équilibre stratégique et la stabilité à plusieurs acteurs nucléaires sérieux? Je te laisse répondre. Merci, je fais une réponse qui pourrait être de plusieurs heures, mais elle sera limitée, si vous voulez bien, vu l'heure, à quelques minutes. D'abord, ma formule sur la roulette russe, c'était évidemment purement rhétorique. J'ai envie de dire quand même, là pour le coup, vous me ferez l'occasion de forger une formule qui a déjà été, dont je ne prétends pas être l'auteur, mais la dissuasion, plus qu'une partie d'échecs, c'est plus une partie de poker qu'une partie d'échecs. Et là, je reviens sur l'interpersonnel, c'est-à-dire la communication est beaucoup plus importante que le placement exact des pions sur l'échiquier. Est-ce qu'un équilibre à 9... Alors, le jeu des puissances ne se joue pas tout le temps à 9. J'allais dire une réponse courte à votre question, ce serait: est-ce que dans une crise majeure, on peut limiter la question de l'équilibre à une question à 2? Autrement dit, est-ce que si Poutine menaçait vraiment d'utiliser l'arme nucléaire, est-ce que la Chine pourrait rester complètement en dehors de ce jeu? Soit dit en passant, elle semble plutôt, je dis ça avec beaucoup de prudence, avoir joué un rôle de refroidissement
des ardeurs nucléaires russes, si tant est qu'elles aient existé, que de pousser Poutine. Ça fait partie des cordes de rappel aussi. Donc, est-ce que dans une crise entre l'Inde et la Chine, la Russie, les États-Unis restent totalement en dehors ou pas? Voilà. Les équilibres, ce ne sont pas des équilibres au sens mathématique, même si ça a été très largement étudié dans ce sens-là aussi. Mais je crois que la question de la stabilité ou de l'instabilité, elle se jouera largement dans la capacité qu'auront les acteurs à isoler le jeu bilatéral du reste du monde. Parce que c'est vrai que si vous avez 5 acteurs nucléaires dans la même crise, ça peut commencer à être compliqué. Merci beaucoup. Merci Bruno. Tu veux un mot de conclusion? Non, j'ai terminé par ça peut être compliqué. Je pense que ça résume là. J'espère que ça résume largement mon propos. Merci. Merci Bruno. Et on se retrouvera dans cet amphithéâtre lundi prochain. Merci beaucoup à tous.